Une nuit profonde enveloppait le monde d'une fraîcheur silencieuse. La lune brillante brillait majestueusement dans le ciel, illuminant tout autour d'une douce lumière argentée. Depuis le pont du navire, on avait une vue fascinante sur l'eau scintillante et irisée, comme parsemée de joyaux. Les cheveux clairs de la dame flottaient au vent, ressemblant à une vague dorée. La fille prit une profonde inspiration et regarda au loin. Elle croisa ses bras gracieux sur sa poitrine et haussa les sourcils dans une expression de mélancolie silencieuse. Élisa passa doucement sa main sur son petit ventre, perdue dans ses pensées. Elle pensait revenir, mais la date exacte restait un mystère pour elle. La blonde croyait qu'elle devrait bientôt revenir, au moins pour un court instant. Des souvenirs chaleureux et lumineux du passé surgirent peu à peu dans ses pensées. Se souvenant de son premier baiser, elle sentit involontairement une légère rougeur apparaître sur ses joues. Ce moment, plein de tendresse timide et d'excitation, résonna à nouveau vivement dans son cœur. La jeune fille réalisa avec tristesse qu'elle et Richard n'étaient ensemble que depuis 1 an. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son image restait si vive dans sa mémoire, comme si beaucoup plus de temps s'était écoulé. Élisa ouvrit sa paume, examinant à nouveau la broche rouge vif. Il était décoré de plantes dorées exquises, de bobines qui s'enroulaient autour, donnant à la décoration élégance et chaleur. Serrant fermement les bijoux, la blonde pinça les lèvres tristement. La tristesse se lisait dans ses yeux, et elle le serra un peu plus fort, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose d'important. Soudain, la fille sentit une forte rafale de vent. Il balaya ses longs cheveux bouclés sur le côté, les faisant s'élever dans les airs comme s'ils étaient vivants. Le changement soudain de temps intrigua la jeune fille, et elle leva les yeux vers le ciel. En essayant de comprendre ce qui avait provoqué cette étrange tournure des événements, un petit espoir apparut dans son cœur. Ce qu'elle a vu a choqué Élisa. Ses yeux brillants, verts de mer, s'ouvrirent plus largement, ne croyant pas ce qu'elle voyait. Une image familière apparut devant la jeune fille, planant dans l'air, qu'elle ne pouvait confondre avec rien d'autre. C'était ce seul et unique Richard. L'homme regarda avec colère son amante en fuite, en pinçant les lèvres. Ses yeux écarlates rayonnèrent de fureur, ajoutant encore plus de tension à la situation. Élisa regarda Richard avec inquiétude, ne sachant pas quoi faire. Soudain, elle se souvint de ces paroles selon lesquelles il la retrouverait où qu'elle soit. La fille ne comprenait pas pourquoi elle se souvenait de ces paroles à ce moment-là. Elle se demandait où elle devait courir. Mais elle se rendit vite compte qu'il n'y avait plus d'endroit où se cacher. L'homme commença à atterrir à bord du navire, et la blonde pressa avec excitation ses mains contre sa poitrine. Elle pensait qu'elle n'avait aucune chance d'échapper à celui qui commandait le vent. Richard s'avança, ses pieds touchant légèrement la surface. Chaque pas produisait un bruit sourd et doux, brisant la brise légère. Fronçant les sourcils, la brune demanda si la fille pensait vraiment qu'elle pouvait s'enfuir et qu'il ne la retrouverait pas. Il y avait un regard sévère dans ses yeux. Élisa se tenait là, telle une statue, incapable de prononcer un mot. Tout son corps fut saisi d'une confusion instantanée, et elle ne pouvait plus bouger de cet endroit. Soudain, l'homme enroula son bras autour de sa taille, la tira vers lui et lui saisissant la tête se pencha, se préparant à l'embrasser. Ce mouvement était rapide mais doux, comme s'il attendait sa réaction. Il a ensuite demandé où la fille allait avec leur enfant. Élisa se figea, ne sachant pas quoi répondre. Ses pensées étaient confuses, et son regard était rempli d'incertitude. Au centre de la ville se dressait un manoir blanc avec un toit rouge vif. Les murs lisses et droits conféraient au bâtiment une certaine austérité, tandis que les hautes fenêtres ajoutaient grandeur et lumière. Une demoiselle d'honneur aux cheveux longs attachés en un chignon soigné entra dans la pièce. Après s'être inclinée, elle se tourna vers Milady, lui annonçant que le duc désirait la voir. La fille sourit et dit avec assurance qu'elle le savait déjà. Elle portait une luxueuse robe bleue et une épingle à cheveux étincelante dans ses cheveux. Son regard rayonnait de confiance et son comportement était espiègle. Le nom de l'héroïne était Élisa Rublin. Il se trouve qu'elle renaît en tant qu'héroïne du roman, mais elle l'avait déjà accepté. Milady suivit tranquillement la servante dans le long couloir. Cependant, une chose continuait à contrarier la jeune fille. Elle ne comprenait pas pourquoi elle renaissait dans un roman de plus de 19 ans. Le vrai nom de l'héroïne est So Yuna. Dans sa vie passée, à l'âge de 20 ans, elle s'immergeait quotidiennement dans les mondes des romans fantastiques, appréciant leurs histoires passionnantes. Quoi qu'il en soit, un jour, sa vie prit fin brusquement. À cause de son imprudence, un accident de voiture mortel s'est produit. En vivant les dernières secondes, So Yuna s'est rendu compte que tout était terminé. Acceptant son sort, elle ferma doucement les yeux.
Après un certain temps, en ouvrant les yeux, la fille sentit de la chaleur et de la sécheresse autour d'elle. En regardant autour d'elle, elle réalisa qu'elle était désormais dans le corps de quelqu'un d'autre. Ainsi Yuna, devenue Elisa, s'est retrouvée dans un lit luxueux au doux ton rose. Des tissus doux l'entouraient, et ses longs cheveux blonds tombaient librement sur le couvre-lit soyeux. Les premiers jours, la jeune fille était envahie par la confusion et la peur. Peu à peu, en réfléchissant à ce qui s'était passé, elle commença à comprendre exactement ce qui lui était arrivé. So Yuna renaît en tant qu'héroïne du roman Golden Cage, catégorie 19 et plus. Connaissant l'intrigue dans les moindres détails, elle comprit qu'à l'avenir elle devrait devenir la mère du méchant de ce roman. Dans le livre, Elisa grandit dans la famille d'un comte, bien qu'elle soit orpheline d'origine. Le manque d'amour a créé en elle une forte dépendance envers les autres, ce qui a rendu sa relation avec Richard extrêmement toxique. N'ayant pas connu l'amour parental dans son enfance, l'héroïne est malheureuse à l'âge adulte. À la fin du roman, son destin tragique se termine par sa mort aux mains de son propre mari. Elisa serrait l'ourlet de sa robe en soie d'un air maussade. Elle était déterminée à ne pas laisser sa vie se terminer si tristement. Debout devant l'immense porte, les filles s'arrêtèrent. La femme de chambre a prévenu qu'elle allait entrer dans la chambre avec madame. Selon l'intrigue du livre, Elisa était censée vivre encore 10 années complètes. La fille pressa fermement ses lèvres et décida que pendant ce temps, elle devait simplement changer son destin. Albert Rublin était au bureau. Il était vêtu d'un costume raffiné fait d'un tissu coûteux. Sa barbe soigneusement taillée conférait à son image une solidité et une élégance particulières. L'homme était la personne la plus influente de l'Empire. Il était le chef de la célèbre famille Rublin, surnommée la Tempête. Un an seulement s'était écoulé depuis que le duc avait perdu sa femme et son fils, rongé par le chagrin. Cette courte période de temps, remplie de souffrance, a laissé une marque indélébile dans son cœur. L'homme ouvrit patiemment l'étui à cigarette, en sortit une et l'alluma soigneusement. Une fine traînée de fumée s'éleva bientôt dans l'air, reflétant son calme et sa réflexion. Prenant une profonde inspiration, Albert Rublin expira la fumée et annonça calmement qu'il était temps pour Elisa de se marier. Il y avait une note de mauvaise volonté dans sa voix. Le duc a noté qu'une roturière comme elle devrait être reconnaissante, car elle était honorée de faire partie de sa grande famille. La fille fronça les sourcils de mécontentement, décidant de rester silencieuse. Cependant, madame a tout compris. La seule famille ducale de l'Empire ne voulait pas marier son fils à une fille issue d'une famille pauvre. Elle vivait dans un bidonville et était également orpheline. Le père biologique d'Elisa, le comte Lohengrin, est décédé il y a 3 ans. Tout ce qui restait derrière eux, ce sont des souvenirs et une fille qui ne pouvait toujours pas oublier cette perte amère. L'épouse du comte est décédée dans un accident de la route. Seule Elisa a réussi à survivre grâce à une heureuse coïncidence. Malheureusement, la jeune fille n'a pas hérité de la fortune de son père car son entreprise a fait faillite. Elle n'avait plus de famille et elle était restée toute seule dans ce monde immense. Malgré tout cela, le duc décide de la choisir parmi des dizaines de jeunes nobles. C'était comme s'il avait besoin d'elle pour une raison quelconque. L'homme souffla un autre jet de fumée âcre. Il a déclaré avec mécontentement que les femmes avaient la vie trop facile. Albert expliqua que tout ce qui était nécessaire était que l'homme donne naissance à un héritier. Après cela, n'importe quelle fille pouvait profiter d'une vie luxueuse à ses dépens. Le visage d'Elisa reflétait un calme complet, mais à l'intérieur tout bouillonnait. Elle venait juste d'avoir ses règles et le duc lui parlait déjà de l'accouchement. Elle trouvait ses paroles extrêmement viles. La fille était catégoriquement en désaccord avec Albert. Au contraire, les hommes ont toujours eu la vie facile. Ils pouvaient discuter sans souci tout en fumant une cigarette, renforçant ainsi leurs liens et augmentant leur autorité. Il suffisait toujours au chef de famille d'aller quelque part, de faire quelque chose ou de parler à quelqu'un, puis de rentrer à la maison. Chaque fois qu'on lui présentait quelque chose à la maison, il criait et craquait. Les hommes recevaient souvent toutes les récompenses pour le travail de leurs compagnes dans la création d'une famille. De ce fait, leurs efforts étaient souvent dévalorisés, et les femmes étaient considérées comme inutiles. Soudain, un coup violent fut frappé à la porte, ce qui rompit le silence. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit légèrement et 2 hommes entrèrent dans le bureau. L'homme aux cheveux bruns et à la moustache clairsemée a rapporté que le jeune duc avait été retardé en raison d'un affrontement avec des bandits. Un prêtre aux cheveux blonds se tenait derrière lui, observant tranquillement ce qui se passait. Prenant une profonde inspiration, Albert Rublin éteignit tranquillement sa cigarette. D'un ton condescendant,
Il a affirmé qu'il n'y avait pas de voleurs sur ces routes. D'un ton gêné, l'interlocuteur expliqua que c'étaient les paroles du jeune duc. Il a ajouté que l'invité arriverait bientôt, après avoir traversé le col de la montagne. L'homme a demandé pourquoi il était nécessaire de créer de telles difficultés. L'homme aux cheveux bruns lui a remis le document et a expliqué que le jeune homme considérait cet itinéraire comme plus sûr. Albert a traité le jeune duc d'idiot qui créait des problèmes inutiles. Sachant que l'invité n'arriverait pas avant minuit, l'homme comprit que c'était sa façon d'exprimer son attitude envers les fiançailles. En désignant du doigt un endroit du document, le duc demanda à Élisa de signer à cet endroit. Elle regarda le papier avec mécontentement et fronça les sourcils, réalisant qu'il s'agissait d'un contrat de mariage. Milady a attendu 10 longues années avant que ce mariage ne se termine par un meurtre. Elle pensait qu'elle aurait pu éviter de donner naissance à l'enfant de son mari, et elle a fait tout son possible pour éviter de tomber amoureuse de lui. La fille saisit brusquement le stylo et le plongea négligemment dans l'encre. Elle commença à signer, prêtant peu d'attention à la douceur des lignes, se dépêchant seulement de terminer. Élisa rêvait de la vie luxueuse d'une duchesse, anticipant richesse et statut. Elle pensait qu'en cas de divorce, elle pourrait poursuivre son mari pour une part importante de sa fortune. Le prêtre surveillait attentivement chaque mouvement de la main de Milady. Son regard était intense, comme s'il essayait de démêler les intentions cachées de la petite fille. Dès qu'Élisa eut fini, l'homme se redressa avec contentement, joignant les mains. Puis il baissa la tête et commença à réciter la prière, sa voix forte et confiante. Finalement, le prêtre a solennellement annoncé que Richard Rublin et Élisa Léon Green étaient devenus mari et femme. Il a souligné que leur union a été bénie par la déesse Arina. La fille ressentit soudain un sentiment étrange et inexplicable. Ses pensées devinrent alarmantes, et elle comprit que dans 8 ans, quelque chose allait certainement se produire à cet endroit. En quittant le bureau du duc Rublin, la demoiselle d'honneur demanda poliment à Milady de la suivre. Quelques minutes plus tard, elle escorta la jeune duchesse jusqu'à ses nouvelles chambres, remplies de grandeur. Dès que les portes s'ouvrirent, le visage d'Élisa s'illumina de surprise et d'admiration. Examinant chaque recoin, son regard glissa longuement sur la pièce resplendissante à l'intérieur luxueux. Depuis son installation, Élisa vivait déjà dans son nouveau logement depuis 10 jours entiers. En se projetant dans le futur, elle se demandait si la chambre de la duchesse serait aussi luxueuse lorsqu'elle se marierait. La garde-robe de Milady était remplie d'une variété de tenues exquises. Chaque jour, en admirant les robes propres et repassées, elle savourait leur beauté impeccable. À la fin de chaque journée, la fille se laissait tomber joyeusement dans son lit moelleux. On lui annonça que Richard Rublin devait arriver aujourd'hui, et ses pensées étaient à nouveau remplies d'impatience. Il approchait de minuit, mais il régnait toujours le silence dehors. Élisa décida qu'il n'était peut-être pas encore arrivé, et en vint à la conclusion que c'était même pour le mieux. La jeune fille était envahie par des sentiments mitigés. D'un côté, elle était intriguée par l'arrivée de son mari, mais de l'autre, elle était envahie par la peur de ceux qui l'attendaient. Selon l'intrigue, Richard était censé mourir plusieurs années avant le début du roman. C'est pourquoi Élisa ne savait que peu de choses sur lui. Cependant, il y a une scène qui a profondément marqué la mémoire de la jeune fille. Elle a parlé de son caractère de manière loin d'être flatteuse, laissant une impression désagréable. En regardant les portes d'entrée, Milady supplia le gars de ne pas venir aujourd'hui. Après un moment, son esprit commença à se calmer, tombant dans un sommeil calme et brumeux. Les yeux expressifs d'Élisa se fermèrent. Ayant laissé tomber toutes les pensées dérangeantes, elle s'endormit assez rapidement. Soudain, la grande fenêtre cintrée s'ouvrit avec un léger grincement. Un vent frais souffla dans la pièce et réveilla doucement la fille endormie. Élisa s'assit, mécontente, essayant de chasser les restes du sommeil. Se frottant les yeux, elle demanda d'une voix endormie qui osait troubler sa paix à une heure aussi tardive. La silhouette d'un homme aux larges épaules se détachait clairement sur le clair de lune. Ses cheveux noirs ondulaient légèrement au vent, et sa chemise légèrement ébouriffée soulignait sa silhouette confiante. La fille se figea, incapable de bouger. Son corps semblait pétrifié par la peur. Une sueur froide apparut sur son visage pâle, coulant lentement sur ses joues. Élisa n'arrivait toujours pas à comprendre qui était ce type. Soudain, l'étranger tendit la main vers elle, et elle ne put s'empêcher de crier de peur. La jeune fille, tremblante de peur, était assise, les yeux fermés comme une statue. Chaque seconde s'éternisait, et elle suppliait mentalement l'étranger de rester loin. Le gars a soigneusement tiré le rideau, le touchant légèrement avec sa main. Le bruissement du tissu fit tressaillir et recroqueviller Élisa, comme si elle s'attendait à quelque chose d'effrayant.
Voyant la petite fille envahie par la peur, Richard claqua sa langue en signe de mécontentement. Fronçant les sourcils d'irritation, il ne pouvait pas croire qu'elle était si jeune. Le gars regarda Elisa avec condescendance pendant un moment, clairement insatisfait. Elle tremblait silencieusement, incapable de trouver les mots et craignant de bouger. Finalement, le jeune duc se retourna et marcha résolument vers la porte. Ses longs cheveux se balançaient doucement, comme s'ils obéissaient à chacun de ses mouvements. La brune saisit avec assurance la poignée de la porte, mais se figea soudainement. La porte était verrouillée, ce qui le laissait clairement perplexe. La confusion sur le visage du gars s'est rapidement transformée en colère. Il commença à frapper à la porte avec force, en serrant les dents, en jurant avec colère à voix basse. Milady regarda attentivement la brune, et soudain une révélation la frappa. Devant elle se tenait Richard, son mari, qu'elle voyait pour la première fois. La jeune fille sentit soudain une forte rafale de vent entrer dans la pièce. La chair de poule a immédiatement parcouru ma peau, laissant derrière elle un léger frisson. Elisa regarda autour d'elle avec confusion, essayant de comprendre ce qui se passait. La confusion grandit, car la fenêtre restait hermétiquement fermée. Un instant plus tard, Milady comprit qu'il s'agissait probablement de la magie des Rubelins. Son regard devint calme, même si l'inquiétude intérieure ne disparut pas. On disait que la magie se transmettait de temps en temps au sein de la famille. Il possédait la magie du vent. Selon l'intrigue du roman, Richard et son fils Haynes étaient tous deux dotés d'un pouvoir unique. Leur magie était si puissante qu'ils devinrent de véritables gardiens du vent. Elisa serra fermement ses lèvres tandis qu'elle regardait la rage de son mari. Il semblait qu'il était sur le point de se libérer et d'abattre les immenses portes. Le jeune duc continuait à devenir de plus en plus en colère, sa voix devenant plus forte et ses paroles plus dures. Il jura de plus en plus fort à chaque coup sur la porte, exprimant sa rage. Soudain, Richard se tourna vers sa femme, son regard brûlant de feu. Elle frissonna involontairement, décidant qu'il allait s'approcher d'elle. La fille a réagi instantanément, se cachant sous la couverture comme si elle était dans un abri. Le gars lui jeta un coup d'œil et se contenta de soupirer lourdement et avec retenue. Entendant des pas forts et confiants, Elisa ferma les yeux de peur, s'attendant au pire. Ses mains fragiles tremblaient, se serrant involontairement en poings puissants. Soudain, les pas s'éteignirent, ce qui surprit grandement madame. Après une pause d'un instant, elle ouvrit soigneusement les yeux. La fille regarda sous la couverture avec curiosité, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Elisa sentit l'excitation la quitter complètement. Voyant que son mari s'était installé sur un petit canapé, elle se demanda si elle, en tant qu'épouse, devait lui dire quelque chose. Milady salua le jeune duc d'un ton gêné. Se raclant la gorge, elle se présenta comme étant Elisa Lohengrin. La jeune fille ajouta doucement qu'à partir d'aujourd'hui, elle deviendrait Elisa Rublina. Cependant, Richard ne réagit en aucune façon, continuant à rester allongé là avec un air insatisfait. Après une courte pause, Milady se tourna vers sa seigneurie avec encore plus de respect, attendant une réponse. Il renifla simplement de mécontentement, comme si elle n'aurait pas dû faire autant d'efforts. La réaction de son mari a presque rendu Elisa folle. Elle n'avait pas encore vraiment compris son caractère, mais elle devinait déjà qu'il était, avant tout, une personne grossière. Il faisait nuit dehors, mais le clair de lune illuminait tout. Malgré cela, les rues restaient vides et silencieuses, comme si le temps s'était arrêté. Dès qu'il fit jour, le jeune duc se rendit immédiatement au bureau d'Albert Rubelin. Ce sourcil était froncé, et ses yeux écarlates brûlèrent de colère, comme si un véritable feu brûlait à l'intérieur. Remarquant le regard féroce de son fils, l'homme prit immédiatement une expression sérieuse. Allumant une cigarette, il se prépara à affronter n'importe quelle tempête de mots. D'un ton irrité, le garçon ordonna au duc d'annuler immédiatement les fiançailles. Il serra les poings jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches et essaya de contenir sa colère. Retirant la cigarette de sa bouche, Albert laissa échapper un léger rire. Il déclara avec assurance que les vœux de mariage faits devant la déesse ne pouvaient être rompus. Richard répondit d'un air maussade qu'il n'avait fait aucun vœu. L'homme sourit simplement, perplexe, et demanda calmement s'il voulait vraiment rompre sa promesse. Sans attendre de réponse, Albert Rubelin demanda calmement ce qui n'aimait pas exactement le jeune duc chez sa femme. Levant la tête, il répondit que la jeune fille était trop jeune, bien que très belle. Le duc demanda si le garçon voulait vraiment l'imiter et choisir comme épouse uniquement celle qu'il aimait vraiment. Il resta silencieux, serrant ses poings encore plus fort. En tapotant ses doigts sur la table, l'homme a annoncé que les jeunes mariés vivraient ensemble jusqu'à ce qu'ils soient grands.
Il a ensuite ajouté qu'il était temps pour eux de penser à des successeurs. La tension dans la conversation grandit, et le duc ajouta que lorsqu'Elisa donnerait naissance à un enfant, le garçon pourrait épouser qui il voulait. Cependant, ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase et qui fit perdre son sang-froid à Richard. Un vent rempli de colère commença à faire rage dans la pièce. Incapable de le supporter plus longtemps, le jeune duc s'écria soudain que ce n'était pas du tout le cas. Éteignant silencieusement sa cigarette, Albert Rubelin se leva lentement de table. Des feuilles de papier éparpillées continuaient à tourner en désordre dans le bureau, comme des oiseaux. L'homme a fermement déclaré que Richard était son seul héritier. Il était de sa responsabilité directe d'accepter sa femme et de concevoir un enfant avec elle. Et refuser de le faire était inacceptable. Le duc a ajouté que le garçon avait tout ce qu'il pouvait souhaiter dans la vie. Tout cela uniquement parce qu'il est son héritier. D'une voix terrifiante, Albert déclara que si Richard persistait, tout lui serait enlevé. Ses yeux de loup brillaient de fureur, comme s'il était prêt à avaler n'importe qui. Cependant, le garçon n'avait pas peur du duc. Il a dit calmement que personne ne lui avait demandé son avis s'il voulait être son héritier ou non. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, le jeune duc déclara haut et fort qu'il n'avait aucun sentiment pour la jeune fille. Il a ordonné qu'elle ne soit plus autorisée à entrer dans sa chambre. Richard rencontra par hasard Elisa, qui venait d'entrer dans la pièce. Leurs regards se croisèrent et, pendant un instant, ils restèrent tous deux surpris. L'homme, baissant son regard renfrogné, contourna silencieusement sa femme, avec l'intention de quitter la pièce. Elle soupira seulement tristement et, souriant légèrement, salua son Excellence le duc. Albert Rubelin éteignit lentement sa cigarette en détournant le regard. Après cela, il se tourna vers Richard et lui dit calmement d'attendre un peu. L'homme a déclaré qu'il savait que le jeune duc avait été absent lors du premier petit déjeuner après le mariage. La surprise apparut sur les visages des jeunes mariés, et la brune se retourna, regardant son père d'un air interrogateur. Elisa était au courant de la tradition du petit déjeuner familial de fête organisé après la nuit de noces. La femme de chambre lui a immédiatement fait part de cette information. La jeune fille fut soudainement envahie par une vague de tristesse. Tôt le matin, elle s'est réveillée seule dans la chambre. S'étant mise en ordre, Elisa se rendit compte que le duc n'était pas venu non plus au réfectoire. Albert Rubelin rit et remarqua que les jeunes mariés semblaient se regarder correctement pour la première fois. Après cela, il a déclaré avec confiance qu'il trouverait certainement un terrain d'entente. L'homme a conseillé au couple de se rapprocher progressivement, soulignant que personne ne les pressait, du moins pas encore. Cependant, ces paroles ont provoqué une légère perplexité parmi les garçons, et ils ont froncé les sourcils. Richard renifla d'irritation, indiquant clairement qu'il maintenait son opinion. Il a fermement déclaré qu'il ne permettrait pas à la jeune fille de rester et de vivre dans sa chambre. Le duc a de nouveau rappelé que mari et femme partagent généralement le même lit. Il a demandé au gars quel genre de problèmes il avait avec ça, mais il s'est simplement détourné. Richard sortit du bureau à pas bruyants et claqua la porte. L'incident a fait dresser les cheveux de sa femme et elle s'est affaissée, fermant les yeux. Après avoir salué du regard l'héritier sauvage, Albert Rubelin se tourna fièrement vers Elisa, lui disant qu'elle était arrivée à l'heure. Il a expliqué qu'il voulait lui donner quelque chose. La servante remit à Milady un livre exquis, qu'elle se mit à examiner avec surprise. L'homme a ajouté qu'un enseignant viendrait demain et travaillerait avec la fille en utilisant ce manuel. D'après le titre du manuel, Elisa a compris qu'il s'agissait d'amélioration de l'habitat. Le duc lui conseilla d'étudier dur, lui assurant qu'un jour elle deviendrait chef de famille. Serrant le livre contre sa poitrine, Milady s'inclina devant sa seigneurie. Elle s'est rendue compte qu'elle devrait apprendre des traditions guindées et démodées. En quittant le bureau, Elisa se pressa avec lassitude contre la porte, laissant échapper un long gémissement. Ses yeux restèrent fermés, comme si elle essayait d'échapper à la réalité. La fille saisit le livre avec brutalité et fronça les sourcils de mécontentement. Elle ne pouvait pas croire qu'elle devrait mémoriser Domostroy, comme si elle n'avait rien d'autre à faire de toute façon. La nuit est tombée, éclairée seulement par le croissant de lune brillant. Dans ce magnifique domaine, toutes les fenêtres continuaient à s'illuminer, créant une sensation de vie dans chaque pièce. Elisa s'était complètement rangée et il était temps de retourner dans sa chambre. Elle a essayé de convaincre les femmes de chambre de la laisser dans une autre pièce, mais en vain. Ouvrant légèrement la lourde porte, Milady regarda autour d'elle avec l'espoir que Richard n'était pas là. Au fond, elle se sentait soulagée qu'il puisse être ailleurs. Presque immédiatement, la fille remarqua les jambes de l'homme. Avec un peu de déception,
Elle réalisa que son mari était allongé sur le canapé. Soudain, Madame s'est souvenue de la conversation d'aujourd'hui entre le père et le fils. Il lui semblait étrange et complètement inadéquat. Tout le monde savait que l'orage des Rubelin ne percevait Richard que comme un successeur de la lignée familiale. Se sentant comme un étalon reproducteur, le gars perdait invariablement son sang-froid à cause de cela. Une pensée plutôt intéressante vint à l'esprit d'Elisa et elle sourit. Elle comprenait maintenant que l'ennemi de son ennemi pouvait devenir un allié fiable. Le jeune mari était allongé sur le canapé, faisant semblant de ne pas remarquer Madame. Malgré cela, il y avait un air têtu sur son visage. La jeune fille s'adressa à Richard d'un ton gentil et doux. Elle supposait qu'il ne l'avait pas entendu hier, alors elle décida de se présenter à nouveau. Sans laisser sa femme finir de parler, le jeune duc l'interrompit brusquement, lui demandant quelque chose d'important. Elle resta silencieuse, surprise, lui demandant ce qu'il voulait, et il lui demanda grossièrement de partir. Elisa sentit la rage se répandre en elle après avoir entendu cela. Son corps se tendit et son regard devint perplexe. Elle a compris que le gars n'était clairement pas de bonne humeur. La fille fit de son mieux pour contenir sa colère, prenant une profonde inspiration et fermant les yeux un instant. Puis, ravalant son ressentiment, elle souhaita bonne nuit à son mari avec un tendre sourire. Se retournant, Milady fit la moue, jugeant Richard trop têtu. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il lui était si difficile de répondre à la salutation de manière humaine. Sans bouger, le garçon ouvrit légèrement un œil, regardant Elisa avec intérêt. Son regard était plein de curiosité, et il l'observa de dos, de la tête aux pieds. Le lendemain, l'entraînement d'Elisa Rublinna a commencé. Sa formation a commencé par des exercices de posture et d'alignement de la tête. Elle marcha diligemment vers le comte, en équilibrant le livre sur sa tête. Milady consacra son temps à apprendre l'art de la broderie, les bonnes manières et les subtilités de l'étiquette. Ces connaissances et compétences étaient considérées comme essentielles pour la jeune duchesse. La jeune fille s'entraînait également à écrire, en dessinant soigneusement chaque lettre. Elle devait être patiente et persévérante, car de telles activités lui semblaient insupportablement ennuyeuses. Cependant, ce calendrier avait ses avantages. Après avoir terminé ses cours, Elisa avait une totale liberté pour le reste de la journée. Elle consacrait joyeusement ses heures à la lecture de ses livres préférés. Milady était ravie que la bibliothèque du duc soit incroyablement vaste. Il offrait le plus grand choix de livres. La fille ne connaissait pas du tout ce monde. Alors la bibliothèque est devenue un véritable trésor pour elle. Elle passait la plupart de son temps à lire, à découvrir des choses nouvelles et passionnantes. Elisa était heureuse de beaucoup de choses dans sa vie ces derniers temps, sauf d'une chose. Elle était folle de colère à cause de l'attitude condescendante de Richard à son égard. Le couple aurait dû travailler ensemble sur un plan de divorce, mais le gars a catégoriquement refusé de coopérer. Cela a rendu la fille très irritée, avec un regard indigné. La femme s'approcha une fois de plus de Richard avant d'aller se coucher. Essayant d'entamer une conversation, il lui a de nouveau dit d'aller se coucher. Debout près du canapé, la fille prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. Elle a essayé de se calmer, mais les émotions continuaient à faire rage à l'intérieur. Richard était sur le point de la renvoyer au lit, mais elle l'interrompit. Sa femme lui a suggéré d'aller au lit ensemble, lui assurant qu'elle n'avait pas l'intention de le manger. S'étant calmée, Elisa sourit largement et joyeusement. Ses yeux brillaient de chaleur et de calme. Elle lui a demandé de lui prendre la main et d'aller au lit ensemble. Le visage du mari se déforma instantanément, laissant échapper involontairement un rire. Il était choqué que la fille le pense vraiment. Soudain, Richard se rappela comment, ce même jour, à la bibliothèque, il s'était effondré, fatigué, sur la table. En voyant son mari, Milady s'approcha discrètement de lui et décida de le couvrir d'une couverture. Le gars a soudainement attrapé la fille par la main, la forçant à se figer. Ses yeux étaient pleins de perplexité, mais il ne voulait pas qu'elle remarque sa faiblesse. La Milady effrayée commença à expliquer qu'elle avait apporté la couverture parce qu'elle pensait que Richard s'était endormi. Il y avait de l'excitation dans sa voix. Après les paroles d'Elisa, le gars a finalement lâché son poignet. Le traitant de sauvage, elle frotta le poing sensible avec frustration, ne cachant pas ses émotions. Le jeune duc sourit soudainement en se levant. Il rigola et demanda si c'était Albert Rubelin qui avait essayé de convaincre la jeune fille de le séduire. Milady était pleine de perplexité. Son regard était empreint d'une grande confusion, et elle ne pouvait pas croire que son mari était sérieux. Elisa a déclaré avec assurance qu'elle n'avait pas agi sur ordre de sa grâce le duc. Richard renifla, croisa les mains et se demanda pourquoi il avait dû la croire.
La jeune fille pensait que son mari était simplement à un âge où il était nerveux. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'il appelait toujours son père Duc. Cette relation était absolument fragile et froide. Milady a commencé son histoire en racontant comment elle était orpheline, ayant perdu ses 2 parents. Elle supposait que Richard était déjà au courant, mais elle décida quand même de répéter son histoire. Élisa a continué en disant qu'Albert Rubelin était le seul à avoir pris sa garde. Le garçon hocha la tête, prenant une profonde inspiration comme s'il était sur le point de dire quelque chose. Richard a expliqué que les mensonges sur la famille étaient plus facilement dévoilés lorsque quelqu'un essayait de tromper les autres. Il y avait une pointe de menace dans sa voix. Milady ouvrit la bouche avec consternation, surprise par les paroles de son mari. Elle supposait qu'il ne faisait confiance à personne, ayant grandi entouré de rien d'autre que de mensonges. Posant sa paume sur sa poitrine, Élisa dit doucement qu'elle n'avait que 12 ans. Elle a essayé d'expliquer qu'elle avait le choix entre la vie dans la rue et le mariage. Comme s'il ne prêtait pas attention à ses paroles, le gars croisa habilement une jambe sur l'autre. Il la regarda d'un air interrogateur et lui demanda si le duc lui avait appris à séduire son mari de cette manière. En pinçant les lèvres, la femme essayait de contenir ses émotions déchaînées. Elle a supposé que c'était le cas, puis a demandé quelle différence cela ferait. Ces paroles ont découragé le gars. Élisa a expliqué que même si elle essayait de le séduire, personne ne l'a forcé à y céder. Il a pris la décision lui-même, et ses actions ne pouvaient pas le forcer à faire quoi que ce soit contre sa volonté. Richard regarda sa femme, le regard concentré et sérieux. Il ne répondit pas mais continua simplement à la regarder en silence. Milady se figea, son regard devenant pensif. Elle a commencé à revenir mentalement à l'intrigue de ce roman, essayant de se souvenir de chaque détail. Le grand clan d'Alancia a été fondé grâce aux efforts de 4 familles distinguées. Les premiers d'entre eux furent les Storm Rublins, maîtres de la magie du vent. Après eux, c'est le Caer-Flamme qui a pris place dans le clan. Ces mages du feu étaient réputés pour leur puissance et leur maîtrise de l'élément feu. Les avant-dernières à rejoindre les fondateurs furent les Esther Singer. 16 maîtres de la magie de la terre étaient réputés pour leur harmonie avec la nature et leur art de manipuler la pierre et le sol. La 4e et dernière famille à compléter la formation du clan était celle des Sérieuses donneurs de vie. 6 mages de l'eau étaient célèbres pour leur capacité à accorder la vie et à contrôler l'élément eau. Toutes ces familles sont à l'origine de l'Empire. Un jour, ils se réunirent pour un grand conseil afin de déterminer lequel d'entre eux était destiné à prendre le trône et à devenir le premier empereur. De toutes les familles, les Flame Cairo et Storm Rublins étaient les plus ambitieuses. Chacun d'entre eux cherchait à prendre la place de la dynastie impériale et à établir son propre pouvoir. Le débat a duré longtemps, mais à la fin les grandes familles sont arrivées à une décision unanime. Les Flame Cairo ont été choisis pour monter sur le trône, scellant leur revendication avec l'ancien serment éternel. Cette promesse était fondée sur le serment de la famille du Caire de prendre soin du peuple et de le servir fidèlement et véritablement. Ils ont juré de ne jamais placer leurs propres intérêts au-dessus du bien-être de l'Empire. À leur tour, les Rublins ont également assumé d'importantes obligations. Ils ont juré d'agir comme contrepoids à la famille royale pour maintenir l'équilibre du pouvoir. Au fil du temps, les vœux ont commencé à perdre leur pouvoir. Les intérêts des autorités sont entrés de plus en plus en conflit avec les idéaux originels de protection de la population. La famille impériale du Caire a comploté pour usurper le pouvoir des Rublins. Sans réfléchir à 2 fois, ils ont décidé de le faire en fusionnant leurs familles. L'idée était de s'emparer du pouvoir des mages du vent grâce à l'union de la princesse héritière et du jeune duc. Ils avaient tous les 2 à peu près le même âge. Pour éviter un tel développement, Albert Rubelin trouva Élisa parmi les familles nobles. Sans réfléchir à 2 fois, il lui proposa d'épouser son fils. Milady ajouta que, bien sûr, Richard pouvait épouser la princesse héritière. Cependant, après cela, il n'aura plus de petit ami dans sa vie, personne qui sera de son côté. Le gars toucha son menton pensivement. Il était sûr que sa femme était complètement écervelée. Cependant, la brune s'est vite rendu compte qu'il avait lourdement tort. En regardant le jeune duc, Élisa déclara résolument qu'elle n'avait besoin ni d'un titre ni d'un héritier. Elle prononça ces mots avec sincérité, posant sa main sur son cœur. Élisa a sincèrement demandé à Richard d'être patient et de ne pas divorcer jusqu'à ce qu'elle soit majeure. Puis elle a promis d'aller quelque part où il ne la reverrait plus jamais. Le gars regarda obstinément sa femme. Son regard était tout aussi persistant. Ils entrèrent dans une bataille silencieuse de regards, chacun essayant de défendre son avantage. Quelques secondes plus tard,
Le jeune duc accepta la proposition d'Elisa, mais à une condition. Elle était obligée de partir à l'heure convenue. Le matin est venu. Une légère brise venant des fenêtres effleura doucement le visage du jeune duc, le réveillant involontairement. En sortant d'un sommeil profond, le garçon sentit quelque chose de chaud toucher son dos. Il sourit largement, pensant à l'incroyable chaleur de la couverture. Soudain, une révélation frappa Richard et il se figea de surprise. Sa femme dormait, le serrant fort contre elle, ronflant doucement. Il ouvrit involontairement la bouche, et les poils de tout son corps se dressèrent. Le jeune duc reprit soudain ses esprits, rougissant vivement. Même avec un cri, comme si un chat avait touché de l'eau, il s'est brusquement éloigné, essayant de se libérer de la douce étreinte. Le gars a demandé avec indignation ce que faisait Elisa, ajoutant qu'elle collait comme une tique. Il écarta les bras sur les côtés, comme s'il avait peur de toucher sa femme. Le mari irrité lui a dit de ne pas prétendre qu'elle était arrivée chez lui par accident. Remarquant l'oreiller à l'autre bout du lit, il réalisa qu'il l'avait simplement déplacée. Alors que Richard était sur le point de partir, il entendit soudain un gémissement anxieux. En regardant autour de lui, il remarqua comment sa femme, tremblante, commençait à marmonner doucement, se plaignant d'avoir froid. Le jeune duc pinça les lèvres, fronçant les sourcils, son regard parcourant la pièce. Les doutes et l'indécision se battaient à l'intérieur. Il ne savait pas quoi faire dans cette situation. Après une minute de réflexion, Richard couvrit sa femme d'une couverture, en l'ajustant soigneusement sur les bords. Un instant plus tard, son visage s'illumina d'un sourire satisfait, se sentant chaleureuse et prise en charge. Le gars resta silencieux quelques minutes de plus, observant la fille. Finalement, reniflant avec une légère irritation, il partit avec confiance faire ses affaires. Comme toujours, Elisa s'est réveillée seule dans sa chambre. Après s'être préparée, elle marcha avec confiance dans le long couloir, prête pour une nouvelle journée. La fille bâilla profondément et pensa que son mari était un vrai rustre. Il quitta à nouveau la pièce sans même prendre la peine de lui dire bonjour ou de lui adresser un mot. Malgré cela, Madame ne s'est pas laissée contrarier. Aujourd'hui, elle avait toute la pièce pour elle. Elle prévoyait avec joie de passer la journée à lire des livres d'histoire. Il y avait une élégante théière sur la table au centre de la pièce. Il y avait des tasses à proximité, d'où s'élevait une légère vapeur de thé fraîchement infusée. Il y avait un livre ouvert à proximité. Prenant l'un des manuels, Elisa s'installa près de la fenêtre, où une douce lumière tombait sur les pages. Elle se plongea dans sa lecture avec un plaisir évident, appréciant le silence et l'arôme du thé. Percevant des bruits étranges, la fille leva les yeux et remarqua la servante. Elle semblait si petite et, debout sur la pointe des pieds, elle paraissait si fragile qu'elle pouvait perdre l'équilibre à tout moment. Le nom de la fille était Anna, et sa taille n'était pas du tout adaptée à un tel travail. Soudain, la petite demoiselle d'honneur chancela. Gardant miraculeusement son équilibre, elle a continué à nettoyer. Elisa se souvint que quelques jours auparavant, la femme de chambre avait nettoyé et lavé le sol de la chambre. Elle a été choquée que personne ne soit venu en aide à la jeune fille à ce moment-là. Dès le moment où Anna est apparue à cet endroit, les employés supérieurs ont commencé à la surcharger de travail. Ils ont profité sans vergogne du fait qu'elle n'était encore qu'une enfant. Milady ne pouvait pas imaginer comment on pouvait offenser des enfants. Rassemblant son courage, elle ferma le livre. Elisa se leva et décida fermement qu'elle ne laisserait pas cette injustice impunie. La servante Anna, ayant fini de dépoussiérer, descendit avec précaution de sa chaise et mit ses chaussures. Il y avait une certaine obstination sur son visage, comme si le nettoyage lui-même était une question de principe pour elle. La fille tomba à genoux et commença à rincer le chiffon. Soudain, Elisa s'est approchée d'elle, lui demandant avec curiosité pourquoi elle faisait le ménage là. Remarquant la perplexité et la confusion, Milady répéta sa question. Elle a souligné que les tâches d'une si jeune demoiselle d'honneur se limitaient au nettoyage de la chambre. Anna fut soudainement prise de panique. Elle a commencé à trouver des excuses, disant qu'elle voulait juste nettoyer cette pièce aujourd'hui. Elisa Roublina a remarqué qu'elle regardait la femme de chambre changer les draps et épousseter. Elle hocha simplement la tête en silence, essayant de rester extrêmement polie. D'un ton légèrement confus, la jeune fille demanda pourquoi Anna avait pris cela en charge. Elle a précisé que changer le linge était la responsabilité de Lina et que dépoussiérer était la responsabilité de Julia. Avec de la peur dans la voix, la demoiselle d'honneur a admis qu'il y a quelques jours, les femmes lui avaient demandé de les remplacer pendant une journée. Elle échoua, et pour cela ils furent sévèrement réprimandés par M. Marquis. Elisa fronça les sourcils,
Son regard devint plus froid et ses lèvres se pressèrent fermement l'une contre l'autre. Elle réfléchissait clairement à ce qu'elle venait d'entendre, et ses yeux exprimaient du mécontentement. D'une voix tremblante, la jeune fille continua à expliquer qu'elle se sentait coupable et qu'elle avait décidé qu'elle devait aider les femmes. Ses yeux expressifs commencèrent à briller et des larmes jaillirent. Anna, essuyant ses larmes, supposait avec crainte que demain les servantes les plus âgées pourraient également être réprimandées pour son travail. La surprise se reflétait sur le visage de Milady, et intérieurement elle appelait mentalement ces femmes des hypocrites. Elisa s'est rendue compte que les dames d'honneur avaient forcé la jeune fille à faire le travail de 3 personnes. Lorsqu'ils furent réprimandés pour un travail mal fait, Anna se vit confier à nouveau la même tâche. La jeune fille a alors suggéré que les femmes avaient peut-être menti en affirmant avoir été sévèrement réprimandées. Prenant la petite servante par la main, elle lui permit de ne pas travailler aujourd'hui et lui demanda doucement si elle avait pris son petit déjeuner. En entendant une réponse négative, Elisa fit immédiatement asseoir Anna à table. Avec un sourire, elle lui proposa de goûter le cheesecake au citron. C'est eux qu'elle accepta avec hésitation. Se redressant, Milady sourit sournoisement. Son regard devint excité, et dans ses yeux on pouvait voir la détermination à s'occuper de ces 2 servantes insouciantes. Le duc était assis dans son bureau, pensif sur plusieurs lettres. La faible lueur des bougies éclairait son visage concentré, tandis que ses doigts tournaient lentement les pages de papier. Soudain, on frappa à la porte et l'homme se redressa immédiatement. Son regard devint intense et ses traits du visage changèrent légèrement. Il a ensuite donné au visiteur la permission d'entrer. Elisa entra dans la pièce et s'inclina immédiatement. Albert Rubelin la regarda d'un air interrogateur, lui demandant si quelque chose s'était passé. Elle secoua simplement la tête, lui assurant que ce n'était rien de spécial. Levant la tête, la jeune fille dit doucement qu'elle était venue demander une faveur au duc. Il hocha la tête, lui accordant toute son attention. Posant sa paume sur sa poitrine, Elisa demanda que ses servantes soient remplacées immédiatement. L'homme fronça les sourcils et demanda avec perplexité quelle était la raison de sa demande. Milady déclara qu'elle avait besoin de femmes de chambre qui pourraient maintenir l'ordre dans les chambres. Elle a ajouté qu'ils devraient également servir la nourriture et changer les draps de lit à temps. La jeune fille a remarqué qu'à ce moment-là, elle n'avait qu'une seule demoiselle d'honneur. Cependant, sa seule tâche était de nettoyer la chambre. Le duc a déclaré que les employés devraient partager leurs tâches. Elisa expliqua d'un ton plaintif que pour une raison inconnue, un seul des 3 travaillait. Milady dit que la jeune fille était tellement surchargée de travail qu'elle n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit. En entendant cela, l'homme fronça les sourcils en pensant à la situation. Albert Rubelin a immédiatement ordonné à Aaron de régler le problème. Il s'inclina, exprimant sa volonté de commencer le travail. Le duc croisa les bras et souligna qu'il ne pouvait pas permettre à leur jeune comtesse de se sentir mal à l'aise dans cette maison. Il a promis à la jeune fille de régler la situation et lui a permis de partir. Elisa s'inclina et le remercia sincèrement. Le duc ne l'offensera pas, car il est important pour lui qu'elle reste heureuse. Milady savait bien qu'Albert Rubelin était capable de l'expulser de la maison à tout moment. Il fallait cependant un CA particulier qui puisse justifier une décision aussi radicale. L'homme a sincèrement essayé de donner l'impression qu'il se souciait de la fille, ce qui n'a pas échappé à son attention. Consciente de cela, elle a décidé de profiter de la situation tant qu'elle en avait l'occasion. Comme on le sut plus tard, ce jour-là, les servantes décidèrent de passer du temps sur la place de la ville. Ils ont été sévèrement réprimandés pour leurs absences et finalement licenciés de leur emploi. Personne ne se doutait que les femmes avaient déjà accumulé beaucoup d'absentéisme. Ils travaillaient de manière bâclée, ce qui provoqua le grand mécontentement du duc. Il était furieux de ce manque de respect envers la maison. Un licenciement sans lettre de recommandation signifiait que les femmes de chambre ne pouvaient pas travailler dans les maisons aristocratiques. En voyant leur regard suppliant, Elisa pensa qu'ils le méritaient pleinement. Après cela, la jeune fille a commencé à faire preuve d'une initiative encore plus grande, se tournant constamment vers le duc Albert. Elle ne manquait jamais une seule occasion de lui demander son aide dans divers domaines. L'homme a répondu à presque toutes les demandes de Milady, car elle demandait très peu. Cette fois, elle voulait un livre et un boulier. Elisa a également contacté le duc pour lui demander de lui trouver un professeur d'éducation financière. Elle aurait dû faire plus d'efforts, car il ne voulait clairement pas qu'elle acquiert de telles connaissances. D'une voix maladroite, la jeune fille s'adressa poliment à sa seigneurie. Baissant modestement les yeux, elle expliqua qu'elle voulait étudier pour devenir une épouse digne et faire plaisir à son mari Richard. Finalement,
Albert Rubelin céda et le plan de Milady fonctionna. Souriant avec contentement, elle pensait qu'elle s'était montrée une véritable actrice, jouant habilement le rôle dont elle avait besoin. Tout le monde savait que la famille Rubelin possédait une immense fortune. C'est pourquoi le duc n'a pas trop limité les dépenses d'Elisa. L'héroïne a parfaitement compris que cela valait la peine d'en profiter. De cette façon, elle pourrait se préparer du mieux possible à son prochain divorce avec Richard. La fille était déterminée à ne pas s'arrêter. Elle essaiera encore et encore jusqu'à ce qu'elle ouvre sa propre entreprise prospère. En entrant dans le bureau, Elisa rayonnait de bonheur. Les cours d'éducation financière l'aideront certainement à l'avenir. Au moment du divorce, elle doit être prête à subvenir à ses besoins. En entrant dans la pièce, Milady remarqua son mari. Une fois sur place, elle s'est rendue compte qu'il suivait des cours d'éducation financière depuis longtemps. Cela se reflétait dans sa confiance et ses connaissances. En entendant le bruit de la porte qui s'ouvrait, le gars s'est retourné. La surprise et le mécontentement apparurent immédiatement sur son visage. Il demanda brusquement ce que la fille faisait ici. Elisa renifla de mécontentement et rappela à Richard qu'elle était une comtesse. Son poste exigeait qu'elle soit compétente en matière financière, et elle n'avait aucune intention de refuser de payer sa dette. Assise à table avec son mari, la jeune fille a ajouté qu'ils assisteraient aux cours ensemble. Il croisa les bras, gloussa et trouva la situation drôle, ne s'attendant clairement pas à une telle tournure des événements. La conversation des jeunes mariés fut interrompue par une toux aiguë. Ils se retournèrent tous les deux instantanément, et leur regard tomba sur le professeur qui se tenait dans l'allée. Le vieil homme gloussa, ravi de l'arrivée des étudiants. Il avait des cheveux complètement gris et une moustache soignée. Les petites lunettes et l'uniforme vert lui donnèrent l'apparence d'un mentor expérimenté. En s'approchant du professeur, Elisa se présenta poliment et dit qu'à partir de ce jour, elle étudierait avec lui. Il répondit que le duc avait loué son désir de connaissance et que c'était un grand honneur pour lui. Après avoir écrit le sujet au tableau, le vieil homme s'est tourné vers les étudiants. Avec un léger sourire, il ajusta ses lunettes et suggéra que la leçon commence. Quelques heures plus tard, le professeur annonçait joyeusement qu'ils avaient appris les bases. À ce moment-là, Elisa terminait ses notes, essayant de ne manquer aucun détail important. Soudain, le vieil homme s'est tourné vers Madame. Il lui a demandé de montrer les nombres 326, 15 et 739 sur le boulier. Elle leva les yeux avec surprise, mais réalisa rapidement et hocha la tête. Elisa Rubelina commença à accomplir la tâche avec intérêt, en gémissant pensivement. Son mari tourna involontairement la tête, la regardant tandis qu'elle se concentrait sur le déplacement des perles du boulier. En regardant la fille, Richard se figea soudainement. Sa concentration, ses sourcils légèrement froncés et son murmure discret de chiffres le touchèrent de manière inattendue. Tout cela provoquait un sourire chaleureux, presque doux. Soudain, le garçon tendit la main vers la bac, ajustant soigneusement les os et expliquant les erreurs. Elisa a correctement répondu le numéro 15, mais a fait quelques erreurs mineures dans le reste. Milady haussa les sourcils de surprise, se figea, puis regarda son mari avec curiosité. Elle ne s'attendait clairement pas à ce qu'il surveille non seulement son travail, mais soit également prêt à l'aider. Puis le professeur s'est retourné et a regardé attentivement le travail de l'élève. Frappant des mains avec contentement, il rapporta avec un sourire que sa seigneurie avait accompli la tâche sans aucune erreur. Le gars regarda la fille d'un air interrogateur, comme s'il attendait de la gratitude pour son aide. Ce sourcil expressif était levé par anticipation. En regardant son mari, Milady murmura doucement quelques mots de gratitude. Ses yeux turquoises, comme l'océan, scintillaient sous la lumière, reflétant la profondeur de ses sentiments. Elisa sourit maladroitement, serrant sa main levée en poing comme si elle essayait de cacher son embarras. Elle regarda le gars comme si elle attendait une explication ou une sorte de réaction de sa part. Remarquant le regard incompréhensif de Richard, la fille désigna sa main. La brune bouillonnait d'embarras, réalisant soudain que sa main était sur celle de la fille. Le visage calme devint instantanément rouge. Le jeune duc serra instantanément sa main contre lui, se détournant de sa femme. Sa voix devint indignée et il lui ordonna vivement de ne pas se laisser distraire de son travail, essayant de cacher sa maladresse. Le gars a commencé à se convaincre qu'il n'aidait pas madame, mais qu'il étudiait simplement. Cependant, des gouttes de sueur perlaient sur son visage tandis qu'une soudaine vague de gêne l'envahissait. En regardant à nouveau la fille, Richard remarqua qu'elle absorbait la matière plutôt lentement. Il pensait qu'une fois qu'elle maîtriserait les bases, elle serait capable de gérer des tâches plus complexes. Se calmant, le jeune duc prit une profonde inspiration.
Il commença à penser qu'Elisa pourrait peut-être être utile dans le domaine financier à l'avenir. Le vieux professeur a continué sa conférence. Il a commencé à parler des 5 outils de base pour compter. Le couple l'écouta attentivement et se concentra sur la rédaction des points importants. Après une demi-heure de cours, le vieil homme a annoncé que la leçon était terminée pour aujourd'hui. Les élèves, reconnaissants envers le professeur, ont commencé à rassembler leurs affaires. Madame se tourna vers Richard alors qu'il se levait de sa chaise. Il la regarda perplexe, attendant avec curiosité qu'elle continue. La fille a dit qu'elle avait prévu d'aller voir la propriété avec Anna. Souriant largement, elle invita son mari à l'accompagner. Richard regarda sa femme avec scepticisme, soupira profondément et déclara qu'il n'avait pas le temps pour ça. Elle fronça les sourcils, décidant qu'il ne s'inquiétait pas du tout pour elle. Une voix d'enfant inattendue s'adressa à sa seigneurie. Elisa se retourna et vit Anna souriante. La jeune fille s'inclina en guise de salut, puis se tourna vers le jeune duc avec un respect poli. Milady remercia sincèrement la femme de chambre de lui avoir livré la cape bleue. Se tournant vers son mari, elle annonça son départ en promettant d'apporter des biscuits. Le gars roula des yeux d'un air sarcastique avec un sourire moqueur. Puis il a remarqué que les biscuits étaient le genre de friandises que les enfants aimaient tant. Ce qu'elle entendit s'enflamma dans l'âme de la jeune fille comme une tempête d'indignation. Elle écarta les bras avec indignation, réalisant que Richard l'avait traité d'enfant, et d'enfant gâté qui plus estimated. Auparavant, Elisa croyait qu'ils allaient s'entendre, puisqu'ils étaient tous deux otages de la situation. Mais maintenant, elle avait de gros doutes. Élevant la voix, Milady déclara qu'elle allait acheter des biscuits et les manger devant lui. Richard marcha indifféremment vers la sortie, lui disant de faire ce qu'elle voulait. Fronçant les sourcils avec mépris, Elisa suggéra à Anna de partir. Les yeux brillants, la jeune fille hocha la tête avec confiance, déterminée à prendre la route immédiatement. Le jeune duc s'installa confortablement sur le rebord de la fenêtre, s'étirant dans une pose détendue. Il tenait un petit livre dans ses mains, absorbé par sa lecture. Pendant tout ce temps, le gars était hanté par des pensées obsessionnelles. En regardant par la fenêtre, il remarqua que le ciel était couvert de nuages et qu'il était sur le point de commencer à pleuvoir. Richard savait qu'avec l'arrivée du printemps, les monstres devenaient plus actifs dans la forêt. Ils sont sortis du fourré à la recherche d'une proie. Laissant ses pensées de côté, il essaya de se concentrer à nouveau sur le livre. Le jeune duc comprit qu'Elisa risquait plus de rencontrer des monstres que des voleurs sur sa route. Bien que les monstres soient rarement vus à proximité du domaine de Rublin, un vague malaise ne le quittait pas. Avec un lourd soupir, le gars ferma le livre et se leva, agacé. Il attrapa son manteau sur la chaise, se préparant à quitter la pièce, ressentant un sentiment croissant de malaise. Richard ouvrit la fenêtre avec confiance, réalisant que si les monstres tuaient Elisa, le duc ne l'épargnerait pas. Il n'y avait qu'une seule pensée dans sa tête. Il devrait répondre de sa sécurité. Dans le pire des cas, Albert Rublin aurait pu amener une autre fille au jeune duc. Il ne valait pas la peine d'exclure la possibilité qu'elle puisse être une âme mauvaise et insensible. Dans ce cas, Richard aimait beaucoup plus Elisa. Sans hésitation, il lança un puissant jet de vent et s'envola immédiatement dans le ciel, visant sa femme. Pendant ce temps, la voiture de Milady avançait avec assurance vers la maison, rebondissant de temps en temps sur les pierres. Anna a fait remarquer qu'il serait bon que la route menant à la porte nord soit réparée le plus tôt possible. Cependant, la route menant à la porte occidentale laissait également beaucoup à désirer. La jeune fille trouvait que c'était bosselé et trop long, ce qui faisait souffrir Milady à chaque secousse inégale de la voiture. Elisa fit un geste de la main, lui assurant qu'elle allait bien. Elle a ajouté qu'elle était au moins heureuse de ne pas avoir à marcher. La servante continua en disant qu'on peut aussi se fatiguer en voiture après un long voyage. Souriante, la jeune fille répéta encore qu'elle allait bien. À leur arrivée en ville, elle leur a proposé de prendre du thé avec les biscuits qu'ils avaient achetés. Milady savait que dans la famille Rublin, il était strictement interdit aux hommes de manger des sucreries. Qu'il s'agisse d'une friandise provenant de la cuisine du domaine ou de tout autre biscuit, c'était considéré comme inacceptable. Tout récemment, la jeune fille pensait à ses projets après le divorce à venir. Une option était d'ouvrir une grande confiserie. Enthousiasmée par l'idée, Elisa s'est adressée au chef avec une petite demande. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce qu'il n'ait tout simplement pas les ingrédients nécessaires pour le cuisiner. Milady se consola en se disant qu'elle avait réussi à acheter elle-même quelques ingrédients. Comme si cela ne suffisait pas, elle prévoyait de retourner en ville un beau jour et d'en acheter davantage. Soudain, les filles entendirent un rugissement sauvage.
Puis quelque chose attaqua leur voiture. Ils ont crié sous le choc et la panique, incapables de comprendre ce qui se passait. Dès qu'Anna sentit une surface solide sous elle, elle se précipita instantanément vers sa maîtresse. Elle demanda avec anxiété si elle était blessée, et Milady répondit par la négative, essayant de reprendre ses esprits. Soudain, un cri d'attaque de monstre se fit entendre à l'extérieur. Ces mots alarmèrent immédiatement Elisa, et elle paniqua et essaya de comprendre quoi faire. L'un des chevaliers courut jusqu'à la fenêtre du carrosse, ordonnant à sa grâce de s'allonger immédiatement sur le sol. Il ajouta que les filles ne devaient pas quitter la voiture, leur assurant qu'elles s'occuperaient des monstres. Le corps de madame commença à trembler, et elle pressa ses mains sur sa poitrine avec peur. Elle ne pouvait pas croire que des monstres vivaient réellement dans cette zone. En se regardant dans les yeux, les filles se prirent la main. Riant nerveusement, Elisa essaya de les rassurer tous les deux qu'il n'y avait aucun danger, puisque les chevaliers étaient censés faire face à la menace. Une sueur froide apparut sur le visage de la jeune comtesse. Elle continuait à calmer la petite Anna quand soudain ses paroles furent interrompues par l'attaque du monstre. La voiture s'est soudainement retournée, et les filles ont crié d'horreur et ont commencé à s'accrocher à tout ce qu'elles voyaient, essayant de s'accrocher. La jolie boîte de biscuits s'est ouverte et les friandises ont été éparpillées dans toute la cabine. En essayant de se lever, Elisa hurla de douleur, incapable de comprendre ce qui se passait autour d'elle. Tout était vague et peu clair. Son esprit n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Dès que la fille entendit le rugissement du monstre, ses pupilles se rétrécirent instantanément de peur. Le sang dans ses veines se glaça, et, frappée d'horreur, elle ne put prononcer un mot. Le monstre était énorme, rosâtre, avec une bouche géante. Son corps ressemblait à celui d'un scorpion, avec de longues pinces prêtes à percer sa proie. Le cri désespéré d'Anna ramena Milady à la raison. Elle, tremblant encore de peur, serra dans ses bras la jeune fille effrayée, essayant de lui apporter au moins un peu de réconfort. Elisa se rendit compte que ce monstre avait renversé la voiture et brisé ses vitres. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé aux chevaliers et aux serviteurs, et où ils se trouvaient maintenant. L'image devant ses yeux flottait et les pensées de la jeune fille étaient remplies de suppositions terribles. Elle était presque certaine que tous leurs compagnons avaient été brutalement tués par ce monstre. Le monstre grogna, essayant d'atteindre sa victime avec ses griffes. Elisa serra désespérément la petite Anna dans ses bras, fermant les yeux avec force dans l'espoir du salut. Elle ne voulait pas que ça se termine ainsi. Soudain, un puissant sifflement de vent se fit entendre à l'extérieur, comme si la tempête elle-même avait frappé la terre. Le flux d'air faisait trembler le chariot et la poussière tourbillonnait dans un tourbillon furieux. Une puissante rafale de vent repoussa le monstre avec force. Il poussa un cri de rage tandis que son corps massif tombait au sol. Une voix masculine confiante retentit, qualifiant avec mépris le monstre de sale créature. Se préparant à frapper à nouveau, Richard demanda comment il avait osé attaquer la voiture de la famille Rubelin. Cependant, ce coup ne fut pas suffisant pour écraser le monstre. Il se redressa à nouveau, sa puissante silhouette prenant une position de combat. Le regard était brûlant, prêt à déchaîner la fureur sur le jeune duc. Laissant échapper un cri furieux, le scorpion géant leva sa queue, libérant un puissant jet de venin. Mais Richard, ayant anticipé cette attaque, l'esquiva facilement, évitant ainsi la menace mortelle. Serrant les dents, le jeune homme leva la main, invoquant la puissance des cieux. Le pouvoir bouillonnait dans sa paume, prêt à tomber sur l'ennemi. Mettant toute sa force dans le coup, il dit d'une voix rauque que le monstre obtiendrait pleinement ce qu'il voulait. Les cieux s'ouvrirent, et une force terrifiante s'abattit sur le scorpion géant. Des millions d'ampères traversèrent son corps, faisant se tordre le monstre d'agonie. La magie disparut et l'air sentait le brûler. De la fumée sortait du corps du monstre et ses pattes tremblaient de convulsions. À l'atterrissage, le jeune homme constate qu'un seul coup de foudre suffit à achever le monstre. S'étant assuré que le danger était passé, Elisa commença à appeler son mari à l'aide. Il se retourna et vit que les filles étaient incapables de sortir seules de la voiture effondrée. S'étant libérée, Milady demanda d'abord comment se sentait Anna. Elle déclara avec assurance que tout allait bien, et la jeune fille ne pouvait s'empêcher d'admirer son courage. Avec un doux sourire, Elisa a demandé à la fille d'aller se reposer, car son aide n'était pas encore nécessaire. Elle rigola et remercia sincèrement sa seigneurie. Richard, regardant ce qui se passait, fut très surpris. Sa femme s'occupait de la bonne, s'oubliant elle-même. Il ne pouvait pas croire qu'elle n'avait pas remarqué la blessure sur sa main, tant elle était préoccupée à prendre soin des autres. En voyant Richard, Milady haleta de joie,
Quittant la petite demoiselle d'honneur, elle s'approcha rapidement de lui, ne cachant pas sa joie de la retrouver. Avec un sourire radieux, Élisa a remercié le gars du fond du cœur de l'avoir sauvé. Puis, le regardant dans les yeux, elle promit de le récompenser avec gentillesse. Le jeune duc gloussa et demanda avec un sourire quel genre de bonne action la petite créature amoureuse des biscuits pourrait faire pour le remercier. La fille, pinçant les lèvres d'irritation, lui demanda s'il avait vraiment recommencé à le faire. Alors Richard ne put s'empêcher de sourire chaleureusement. Il s'est rendu compte qu'il avait bien fait de se précipiter pour aider sa femme. Sa décision était la bonne, et il en était fier. Des bijoux scintillaient dans ses cheveux blonds tressés. La fille était admirée, et il a demandé comment il était possible d'être si gentil. Ils ont dit qu'elle ressemblait à une poupée. La servante a dit que M. Richard aurait dû tomber amoureux d'une telle beauté au premier regard. Élisa se regarda dans le miroir et fut surprise. J'ai supposé que les servantes avaient dû mettre tous leurs efforts dans cette tenue. Mais un jour comme celui-ci, il ne pouvait en être autrement. Une servante assura qu'aucun enfant de noble ne pouvait rivaliser en beauté avec la jeune dame. L'autre était d'accord. À son avis, la dame ressemblait à un ange descendu du ciel. Un autre serviteur est venu les voir. La jeune fille inclina la tête devant sa maîtresse en signe de politesse. La dame a dit que le propriétaire était déjà descendu. Élisa a assuré que tout était déjà terminé et qu'elle était prête à descendre aussi. Bientôt notre héroïne, accompagnée de sa fidèle servante, descendit. Elle était ravie de voir le jeune homme, et elle marcha immédiatement vers lui en souriant doucement. La brune était triste, mais en remarquant Élisa, il se redressa immédiatement. La fille pensait qu'il avait toujours été beau, mais aujourd'hui, il était encore plus beau. Le gars s'est détourné brusquement, ce qui a surpris la jeune beauté. Je la regardais juste, et maintenant il faisait comme s'il ne la connaissait pas du tout. J'ai supposé qu'il était contrarié par quelque chose. La femme de chambre a admis que le jeune homme était simplement excité par l'image lumineuse de Madame Élisa. Mais elle n'était pas d'accord. S'approchant, la douce beauté salua le duc avec une gracieuse révérence. Il se contenta de rire en l'évaluant. L'homme avec la canne était sombre. Il a dit que tant qu'Élisa occupait une place dans la famille Ruvelin, elle devait agir avec sagesse afin de ne pas déshonorer leur famille. Il a assuré qu'il y avait de nombreux candidats capables de la remplacer. Cela a vraiment mis la fille en colère. Mais elle ne l'a pas montré. Inclinant la tête, elle répondit poliment au duc qu'elle était prête dès son arrivée chez lui. Tout le monde partit aussitôt, conduit par le duc. Les serviteurs les accompagnèrent en baissant la tête. La voiture avait déjà été servie. Le cocher et 2 pages attendaient patiemment que les messieurs se mettent en route. Le soir de l'attaque du monstre, une invitation est arrivée du palais impérial. L'enveloppe avec les armoiries reposait sur un plateau en argent. Les intentions de l'empereur étaient évidentes. Même s'il portait une couronne sur la tête, ses yeux brillaient de malice. Elle voulait savoir s'il y avait vraiment un enfant qui avait pris la place que la princesse était censée prendre. Et n'était-ce pas simplement un mensonge pour éviter le mariage avec la fille de l'empereur? Il voulait également tester si sa cible pouvait être facilement éliminée. Même si la famille avait décliné l'invitation, l'empereur ne se serait pas vengé. Mais ignorer l'invitation blesserait la fierté de Ruvelin. Ainsi, 4 jours plus tard, notre héroïne et Richard voyageaient en calèche avec le prince Albert vers la capitale. Ils arrivèrent à destination seulement 15 jours plus tard. Et Élisa n'a pas eu le temps de se reposer correctement après un si long voyage. Les tailleurs ont pris les mesures de la jeune beauté. Le projet était de réaliser une robe luxueuse et somptueuse avec des volants. Les tailleurs étaient également occupés autour de Richard lui-même. Ils devaient tous se préparer correctement pour la sortie. Élisa voyageait en calèche. Et je pensais que je ne voudrais pas faire une telle marche forcée une 2e fois. Mais quelque chose a attiré son attention et l'a rendue méfiante. La fille s'interrogea et leva les yeux. Richard la regarda droit dans les yeux. La jeune beauté ne comprenait pas pourquoi il la regardait comme ça. Élisa sourit sournoisement. Elle se souvint des paroles récentes des servantes selon lesquelles elle était exceptionnellement belle aujourd'hui. La jeune fille lui demanda sans artifice pourquoi il la regardait comme si quelque chose lui était collé. Richard tendit la main, ce qui provoqua une certaine confusion chez son interlocuteur. Et puis il enleva habilement une tache de poussière de ses cheveux. Il s'est avéré que ça a vraiment marché. Ils sont tous les deux arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'un fil. Élisa, se sentant mal à l'aise, décida de changer rapidement de sujet. La jeune fille a demandé à Richard à quoi ressemblaient, selon lui, le prince héritier et la princesse. La réponse fut laconique. « Des ordures !» Élisa a demandé à nouveau. Le jeune homme avait une apparence menaçante.
Il a déclaré que ces deux objets représentaient une montagne de déchets qui ne pouvaient pas être recyclés. Cela a beaucoup surpris notre héroïne. Même si je savais qu'il était toujours catégorique dans son évaluation, aujourd'hui il est clairement allé trop loin. Mais ensuite leur conversation fut interrompue. Une voix provenant de l'extérieur de la cabine annonça au jeune duc et à la jeune dame qu'ils étaient déjà arrivés au terrain de chasse impérial. Ils devaient donc se préparer à sortir. Un petit pied chaussé d'une chaussure blanche avec un doux nœud rose monta sur le marchepied de la voiture. Richard lui tendit la main pour l'aider à descendre de la voiture. Le jeune homme s'est comporté comme un vrai gentleman. Elisa regarda autour d'elle. Un air de déception apparut sur son visage. Un groupe de personnes se pressait devant les tentes. Ils parlaient à voix basse et regardaient avec colère les nouveaux arrivants. La dame qui les a accueillis a salué le duc. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu son Excellence depuis longtemps. Une multitude de nobles personnes se sont rassemblées en un seul lieu. Mesdames et messieurs, jeunes dames et messieurs. Bientôt, une voiture au motif impérial rouge arriva. Un couple aux cheveux roux de feu en sortit avec l'aide d'un serviteur. C'était la famille impériale de Kairos. Les nobles dans la tente s'inclinèrent en guise de salut devant la flamme ardente d'Alancia. Le jeune homme fit un signe de la main en guise de salutation. Il a dit qu'il était heureux de voir tout le monde en cette chaude matinée de printemps. Les invités ont déclaré que leur cœur s'était réchauffé lorsqu'ils ont vu que leurs deux majestés allèrent bien. J'ai demandé au duc Ruvelin si cet enfant était la prochaine maîtresse de Ruvelin. L'homme confirma cela avec retenue. La jeune blonde inclina la tête en guise de salutation à la mère d'Alancia. Et elle s'est présentée comme Elisa Ruvelin. La dame a exprimé cette idée sans vergogne et sans vergogne. Que Lohengrin imaginait l'enfant comme un paysan du Sud. Mais en apparence, l'enfant ressemblait à une noble femme de la capitale. Et bien sûr, j'ai considéré cela comme une erreur de ma part. Elle a demandé à Michaela de raconter à cet enfant au cœur tendre la vie ici. La fille obéit docilement à sa mère. La véritable fête de la chasse devait commencer après la fin de la partie officielle, à laquelle tous les présents ont été invités. Le fils aîné de l'empereur appela joyeusement tous les enfants de la noblesse présents à cet événement à le suivre. L'un des jeunes hommes a dit à son ami que la dernière fois, il était malade et n'était pas venu. Mais aujourd'hui, j'étais avec tout le monde. Le jeune prince a assuré que cette fois-ci, il pourrait voir quelque chose d'intéressant. Le petit garçon blond tremblait de partout. Ses lèvres étaient pressées l'une contre l'autre et son regard était fixé sur un point. La table la plus longue était déjà dressée. Les plats surprennent par la sophistication de leur présentation. 3 de leurs techniciens étaient prêts à travailler. Elisa marchait accompagnée de Richard. Elle avait l'air malheureuse. Le festival de chasse n'avait même pas encore commencé, qu'elle se sentait déjà fatiguée. Mais son attention fut alors attirée par un groupe qui s'était rassemblé et qui complotait quelque chose. Le prince tenait le nouveau garçon. Il a dit à Hansel qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps, et il demanda pourquoi il était resté si longtemps absent. Et il a assuré qu'il lui manquait beaucoup. Le petit garçon blond resta silencieux, les yeux baissés. Son Altesse a dit qu'il semblait lui manquer également. Et il lui proposa de s'asseoir en face de lui. Notre héroïne ne comprenait pas ce qui se passait ici. Pendant ce temps, le prince faisait asseoir les invités à sa guise, les discréditant ainsi ouvertement. Elisa se souvint d'une remarque qu'elle avait faite lors de leur conversation dans la cabine du wagon, sur le chemin du retour. Maintenant, elle comprenait ce que Richard voulait dire, et Sa Majesté continua à les faire asseoir, et il déclara que le paysan Lohengrin s'assiérait à côté d'Hansen. Mais il a changé d'avis presque immédiatement, et il déclara qu'il serait préférable d'y installer la future duchesse Ruvelin. Le prince la désigna du doigt sans ménagement, et lui assura qu'il ne la connaissait pas encore très bien. Mais Elisa avait déjà pensé à elle. Elle décida de s'asseoir à un autre endroit afin de voir ce qu'il pouvait lui faire devant tout le monde. Notre héroïne pouvait à peine se contenir. Elle avait tellement envie de courir et de frapper le prince à la tête. Mais pour le bien de Ruvelin, elle décida d'être raisonnable. Alors elle décida d'être patiente un petit moment. Assise à la table, Elisa jeta un coup d'œil sur le côté. Elle ne comprenait pas pourquoi Richard s'était assis à côté d'elle. Le prince aîné dit que la place du jeune duc Ruvelin était à côté de lui. Et il a demandé pourquoi il était assis si loin. Le jeune duc ne tourna même pas la tête. Il était assis à une table impeccablement dressée. Croisant les bras sur sa poitrine, le jeune homme répondit avec retenue que sa femme était assise là. Et puisque c'était le cas, sa place était à côté d'elle. Le prince aux cheveux roux retroussa ses lèvres en un sourire sournois. Ses yeux brillaient de ruse. Les traits gracieux de son visage bien soigné trahissaient l'idée d'une autre intrigue. Son Altesse s'adressa à Richard sur un ton insultant. Il a suggéré, moqueur, que le gars était devenu complètement stupide.
Il a accusé le jeune homme de se comporter comme un garçon immature. Le jeune duc ne réagit pas à ces paroles. Le prince permit à Richard, puisque tel était son souhait, de s'asseoir à la place choisie. On a ordonné à tous les autres de s'asseoir comme il l'avait été fait auparavant. Ansel s'assit avec précaution sur la chaise. Les épaules étaient tendues. Les doigts tremblaient légèrement. L'apparence entière du jeune homme exprimait une incertitude intérieure. Il semblait vouloir devenir invisible dans cette pièce. Un sourire narquois se dessina sur les lèvres du prince. Les yeux fermés cachaient l'éclat des pensées insidieuses. La pose de l'homme aux cheveux roux exprimait l'impériosité d'un homme habitué à tisser des intrigues. La table dressée était remplie de luxe. Le prince annonça que le dîner pouvait commencer. Mais d'abord, il fit une pause significative. Tous les regards, comme sur commande, se tournèrent vers l'autre bout de la table. Ansel grimaça. Avec un large sourire qui n'annonçait rien de bon, le prince demanda s'il ne serait pas préférable de donner le premier verre à son ami, venu de si loin, avant la cérémonie. Le serviteur inclina la bouteille d'un mouvement fluide. Ses doigts tremblaient légèrement à cause de la tension. Le liquide violet coulait sur les parois du verre, le remplissant lentement, goutte à goutte. La lumière jouait sur les bords du bol. Le prince se leva gracieusement de son siège. Chacun de ses mouvements respirait l'autorité. S'approchant d'Ansel, il joua nonchalamment avec le verre entre ses doigts gracieux tout en posant sa question. Élisa ne pouvait pas détacher ses yeux de cette photo. Entre les doigts fins et aristocratiques du prince, le verre de jus de raisin semblait une moquerie. Quelque chose dans ses gestes fit que la jeune fille se tendit intérieurement. Les yeux aigues-marines de la jeune duchesse s'illuminèrent alors qu'elle observait la scène qui se déroulait devant elle. La fille ouvrit la bouche avec perplexité. Du jus de raisin coulait dans les cheveux blonds d'Ansel, les tachant de mèches violettes irrégulières. Des gouttes froides coulaient lentement sur le visage du gars. Il grimaça sous l'humiliation et l'attention. Le prince a présenté de fausses excuses, et il continua à verser les dernières gouttes sur la tête du malheureux blond. Avec un sourire narquois, l'homme aux cheveux roux dit qu'il voulait lui-même servir le premier verre à son ami. Mais la main tremblait. Les courtisans soutenaient les frasques du prince. Michaela a affirmé que les cheveux violets convenaient beaucoup mieux à Ansel. Poursuivant l'humiliation, elle lui demanda s'il ne devrait pas se laver les cheveux avec du jus de raisin. Les personnes présentes ont éclaté de rire. La farce du prince a été jugée amusante. Ils ont flatté la princesse. On a remarqué que le prince héritier avait l'œil vif. Élisa ne participait pas à la gaieté générale. Elle continua à froncer les sourcils et à regarder cette disgrâce. Une simple intimidation ne leur suffit-elle pas? Le frère et la sœur ont également créé une atmosphère similaire. La duchesse tamponna soigneusement le visage d'Ansel avec son mouchoir en dentelle. Elle essaya d'essuyer non seulement les traces de jus, mais aussi l'amertume de l'humiliation de ses joues pâles. Les doigts délicats de la fille tremblaient. Élisa tendit le mouchoir à Ansel. Avec de l'inquiétude dans les yeux, elle lui suggéra doucement de s'essuyer. Ce sera un peu mieux. Son geste était plein de sympathie. Cela contrastait fortement avec l'atmosphère tendue qui régnait. La colère déformait les nobles traits du prince. Sa voix résonna dans la pièce, essayant de masquer la cruauté de ses actions avec une nonchalance feinte. Il a insisté sur le fait que tout allait bien. La princesse jeta un regard en forme de poignard dans la direction d'Élisa. Ses sourcils fins se froncèrent d'indignation. Il y avait une expression claire de désapprobation dans ses yeux face à cette intervention non sollicitée. Il y avait un sarcasme non dissimulé dans la voix du prince. Il a souligné le bon cœur de la future duchesse. Chaque mot était empreint d'une moquerie venimeuse. Comme si la manifestation même de la miséricorde méritait le mépris. Avec une grâce désinvolte, le prince tendit la main vers le plateau sur lequel se trouvait un autre verre. Il n'y avait qu'une moquerie froide dans ses propos sur son intention de prendre soin de son ami. Et la promesse de nouvelles humiliations. Les doigts fins du jeune homme agrippèrent à nouveau le verre fragile. Il s'adressa à Élisa avec une ironie froide. Il a dit qu'il devait donner un verre à la bonne jeune duchesse. Le récipient qu'il tenait à la main s'élevait avec une grâce menaçante. Chaque mouvement suintait une ironie venimeuse. Ce geste contenait une promesse sans ambiguïté de nouvelles humiliations. Les doigts d'Élisa s'enfoncèrent dans les plis de sa robe. Son visage tendu exprimait une indignation à peine contenue face à ce qui se passait. Elle regarda le prince avec défi. Une rafale de vent violent et inattendu s'abattit sur la salle, arrachant le chapeau élégant des boucles rouges de la princesse. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient ébouriffés, ruinant son look impeccable. Le prince leva instinctivement les mains, se protégeant des rafales de vent. La posture confiante a disparu.
Une rafale de vent ébouriffa ses cheveux, et le verre qu'il tenait à la main se balança dangereusement. Toute la pièce commença à bouger. Les dames s'accrochaient à leurs robes et à leurs coiffures. Les messieurs ont essayé de s'accrocher aux serviettes volantes et à toutes sortes de friandises. Les yeux verts du prince s'écarquillèrent de surprise dès qu'il vit ceux qui se passaient dans le hall. Lorsque le vent s'est calmé, tous les regards se sont tournés vers le prince. Sa tenue impeccable a été ruinée par une grosse tache de jus renversée. L'arrogance a cédé la place à la confusion. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. La princesse aux cheveux roux sauta de son siège. Sa voix résonna dans le silence retentissant qui suivit alors qu'elle s'adressait à son frère. Il y avait de l'inquiétude sur son visage. La colère déformait le visage du prince. Son cri résonna dans toute la salle, faisant tressaillir les invités. Des gouttes de jus coulèrent sur son uniforme autrefois impeccable. Il y avait une colère non dissimulée dans ses yeux. Le prince se précipita vers le jeune duc. Sa main tenant le verre tremblait de colère. Chaque mot était empreint de rage alors qu'il blâmait les ducs pour ceux qui étaient arrivés. Les invités ont regardé cette scène avec horreur. Le valet de pied tenait fermement le prince enragé. La princesse a supplié son frère de se calmer. Sa voix tremblait d'émotion lorsqu'elle parlait de la nécessité de changer les vêtements abîmés. À contre-cœur, le prince laissa sa sœur l'emmener. Mais ses derniers mots restèrent suspendus dans l'air comme une menace. Il a promis que le duc répondrait définitivement de cela. La princesse tira précipitamment son frère vers la sortie. Élisa pinça les lèvres en regardant la scène. Une pensée simple tournait dans sa tête. Pourquoi était-il nécessaire de marmonner quelque chose à la sortie? Le prince aurait dû partir tranquillement. Milady se figea, regardant son mari se lever lentement de table. Il y avait une détermination retenue dans ses mouvements. Une expression impénétrable se figea sur son visage. Élisa prononça son nom, mais il s'excusa brièvement et se dirigea vers la sortie. La jeune duchesse était perplexe face au comportement de son mari. Ansel bégayait en essayant d'exprimer sa gratitude à la duchesse Rouveline. Il tendit à la jeune fille un mouchoir teint en violet. Il y avait dans ce simple geste du jeune homme plus que ce que les mots pourraient exprimer. Élisa rit sincèrement. Son rire semblait briser la tension restante dans l'air. D'un léger geste de la main, la jeune fille montra qu'une telle bagatelle ne méritait pas de gratitude. Milady se précipita après son mari. Sa voix résonna dans toute la pièce alors qu'elle appelait son nom. Sa hâte trahissait son inquiétude quant à ce qui pourrait arriver ensuite. La jeune duchesse a déjà rejoint son mari dans la rue. Merci pour l'aide. Mais elle a entendu de son mari qu'elle était ruvelin. Et c'est pour ça qu'il a aidé. La fille regarda son dos alors qu'il marchait de plus en plus loin sur le chemin. Élisa rit. Sa voix résonnait comme une petite cloche qui sonnait. Milady répondit qu'elle le savait. Et pourtant, elle était reconnaissante qu'il l'ait aidée. Le jeune duc s'arrêta. Sa sincérité a pris le jeune homme par surprise. Il y avait quelque chose de non dit dans l'air. Une légère brise faisait flotter l'ourlet de son manteau. Le regard du jeune homme glissa sur le visage de la jeune fille. L'idée qu'il soit son mari la faisait penser. Les pas du jeune duc résonnaient le long du chemin pavé. La fille se tenait là, perplexe. Une simple gratitude a provoqué une réaction très complexe. Élisa ne comprenait pas ce qui lui arrivait. La blonde essuya une larme indésirable. Elle regarda sa silhouette s'éloigner. Peut-être qu'il ne voulait pas aider. Les jeunes se sont séparés. Le silence entre eux semblait tangible, rempli de mots non prononcés. Un peu plus tard, Élisa regarda avec agacement les taches tenaces qui avaient rongé le tissu délicat de sa robe. Chaque mouvement de la serviette ne faisait qu'étaler davantage les taches violettes. La duchesse se plaignit de n'avoir pu éviter d'être aspergée de jus de raisin. C'était une belle robe, mais on ne pouvait rien y faire. La femme de chambre hocha la tête avec sympathie. En accord avec madame, Anna était en colère. S'il n'y avait pas cette situation, la dame passerait maintenant du bon temps avec d'autres filles. En fait, Élisa a utilisé le jus de raisin comme excuse pour partir. Mais c'était un secret. La blonde demanda doucement à sa femme de chambre de ne pas s'énerver. « Vous pouvez vous amuser à un goûter à tout moment. » La femme de chambre hocha la tête en signe d'accord. Soudain, une voix, à peine audible mais claire, figea la jeune duchesse sur place. Elle a entendu quelqu'un dire qu'elle devait être plus prudente. Élisa resta immobile. Elle a essayé de comprendre d'où venait la voix. Anna se tourna vers la dame, préoccupée par son comportement étrange. Les deux filles se cachèrent derrière le feuillage épais. Élisa fit signe de se taire. Ils ont entendu des paroles étouffées sur la nécessité de simplement faire ce qu'on leur disait. 3 silhouettes sombres se tenèrent dans la clairière. Leurs silhouettes étaient clairement visibles à travers le feuillage dense. L'absence d'armoiries sur leurs vêtements a soulevé des questions alarmantes parmi les filles,
sur la façon dont des étrangers ont pu pénétrer dans la zone de chasse. Le chef du groupe prononçait chaque mot clairement. La voix calme semblait autoritaire et confiante tandis que ses compagnons écoutaient attentivement. Il leur a demandé de se souvenir de ce qui suit. Elisa pressa ses paumes sur ses lèvres, les yeux écarquillés d'horreur. La conversation secrète entre inconnus a soudainement pris une signification sinistre. Les mots selon lesquels la cible de ces hommes était le jeune duc Ruvelin percèrent le silence. La pensée que Richard était en danger a poussé la jeune fille à chercher frénétiquement une issue. Les chevaliers impériaux pourraient l'aider si elle courait et leur demandait de... Une terrible supposition transperça la conscience de la jeune fille. Et si ces personnes suspectes étaient envoyées par l'empereur? Elisa se figea. Elle a réalisé que chaque pas qu'elle ferait pourrait avoir des conséquences fatales. Tout cela pourrait être risqué. Ceux qui pourraient protéger Richard ont peut-être déjà été entraînés dans ce jeu dangereux. Elisa se souvenait des chevaliers de Ruvelin. Il pourrait être le seul espoir de sauver son mari. Milady regarda Anna tremblante. La femme de chambre a dit que ces gens étaient repartis. Je leur ai demandé ce qu'ils devaient faire maintenant. Elisa se retourna. Elle a élaboré un plan. Milady ordonna à la servante de revenir. Mais la servante résista. Elle balbutia qu'elle irait avec sa maîtresse. Une lueur de détermination brillait dans les yeux de la jeune duchesse. Sauver Richard est devenu son seul objectif. Et aucun danger ne pouvait ébranler cette confiance. Deux hommes se tenaient près de la voiture du duc Ruvelin et discutaient avec animation. Notre héroïne a appelé Sir Tongon et Sir Arthur. Ils ont demandé avec prudence à la jeune femme ce qui s'était passé. Elisa a rapporté que le jeune duc était désormais en danger. Et leur aide était nécessaire. Elle exhorta les chevaliers à se précipiter dans la forêt pour aider le jeune duc. Les gars se sont moqués d'elle. Après tout, la forêt impériale était gardée par les meilleurs chevaliers de l'Empire. Et ils considéraient ses paroles et ses inquiétudes comme vaines. Mais la jeune femme ne s'est pas calmée. Et elle a demandé ce qui arriverait si ses paroles s'avérèrent vraies. Et leur maître était vraiment en détresse. Alors le duc ne les laissera certainement pas s'en tirer avec une chose pareille. Elisa comprit que les chevaliers ne lui avaient pas prêté allégeance. Et donc il n'y avait aucune raison de suivre ses ordres. Avec ces mots, la jeune fille s'approcha résolument d'un des chevaux. Elle avait l'intention de monter un noble destrier. Et elle a dit que les gars avaient prêté serment de sang pour risquer leur vie pour la famille Ruvelin. Et c'est pourquoi ils devaient tenir leur serment. Sautant sur son cheval avec aisance, Elisa s'éloigna au galop vers la forêt. Elle-même pensait qu'elle s'était inconsidérément assise en selle et s'était précipitée dans la forêt. Mais elle-même ne pouvait même pas imaginer comment elle retrouverait Richard dans une forêt aussi immense. La jeune fille se souvint que dans l'original, le jeune duc était vivant et qu'il avait donné naissance à Haynes. Mais que se passerait-il si sa renaissance pouvait créer une nouvelle variable? C'est pourquoi Elisa a décidé de retrouver le jeune homme le plus vite possible et de le protéger de toutes ses forces. Puis elle sentit le vent se lever. La rafale était forte et violente par rapport à une brise normale. Alors j'ai réalisé que Richard était quelque part à proximité. Et visiblement quelque chose est arrivé au jeune homme. En regardant en arrière, elle vit, non sans joie, qu'elle n'était pas seule. Les chevaliers du duc la poursuivirent. La fille a pointé la direction avec son doigt. Elle a crié que nous devions nous précipiter dans cette direction. Accrochée au garrot du cheval, Elisa priait mentalement pour que son amant aille bien. 3 chevaliers impériaux se tenaient près du vortex de l'ouragan. Ils ne pouvaient rien faire contre les éléments avec leurs épées. Peu importe à quel point ils étaient des guerriers talentueux. Ici, notre héroïne a vu Richard. Le jeune homme était l'image même du calme. Et la chose la plus importante est la sécurité. Il avait le contrôle total de la situation. Le jeune duc Ruvelin se trouvait au centre même de l'entonnoir. Tous les autres participants ont été emportés par le vent et tournaient impuissants dans le tourbillon de l'ouragan. Ce foutu monstre contrôlait le vent. Quand tout fut terminé, Richard s'effondra sur le sol, épuisé. Les épées sanglantes des chevaliers tombèrent à côté de lui. Elisa sauta habilement de son cheval et courut aussi vite qu'elle le pouvait vers son mari. Après être sorti victorieux, il était encore faible et pouvait à peine se tenir debout. La fille toucha ses vêtements et demanda avec inquiétude où il était blessé. Le jeune homme tremblait de partout. Et puis sa femme a vu une trace de sang sur son côté. Elle supposait que sa blessure était profonde et qu'elle mettait sa vie en danger. Une blessure à l'estomac peut causer beaucoup de problèmes. Elisa se précipita pour venir en aide à son mari et le saisit par les bras. Le jeune homme perdait ses dernières forces. Notre héroïne a soigneusement déposé Richard sur l'herbe. Il était clair que sa vie ne tenait désormais qu'à un fil. La chasse a été annulée immédiatement après cet incident.
L'endroit où le jeune duc Ruvelin a été attaqué se trouvait à proximité du terrain de chasse. Le prince héritier et plusieurs autres nobles ont été témoins de ce qui s'est passé. C'est pour cette raison que le duc Albert s'adressa aux nobles sur le terrain de chasse impérial. Et il a demandé à être nommé enquêteur principal sur la tentative d'assassinat ratée. Bien sûr, l'empereur n'aimait pas ça. Mais pour éviter la méfiance des nobles, il céda le droit de mener l'enquête au duc Ruvelin. Et quand tout fut terminé, Richard retourna au duché et put recevoir le traitement dont il avait besoin. Élisa se consola en se disant que la blessure n'était pas profonde. Mais elle comprenait que la famille impériale était responsable de tout cela. Lorsque le duc se trouvait sur le lieu de la blessure de Richard dans la forêt, la jeune fille sentit qu'il soupçonnait quelque chose. Après tout, j'ai juste jeté un coup d'œil à l'état du jeune homme à ce moment-là. À un moment donné, la servante Henny s'est approchée. Et en bégayant, elle essaya de s'adresser à lui. Élisa était alarmée par l'apparence de la fille. Elle a demandé ce qui s'était passé. Elle n'avait pas l'air bien et son visage était très pâle. La servante, toute tremblante, dit qu'elle devait dire quelque chose. Et elle m'a dit qu'elle avait récemment rencontré un homme dans le couloir. C'était le méchant qu'elle avait vu ce jour-là. Et elle a décidé de le suivre sans se faire remarquer. L'étranger entra dans le bureau du duc où la conversation eut lieu. Et Henny a décidé d'écouter aux portes. D'après ce qui a été entendu, on peut conclure que son Excellence le duc était le client. La jeune femme était surprise et n'en croyait pas ses oreilles. Élisa a supposé qu'il l'avait fait dans la zone de chasse et a utilisé Richard pour démontrer que la famille Ruvelin avait toujours le pouvoir. Et si vous y réfléchissez, aujourd'hui, des gens d'autres familles viennent constamment voir le duc. Au début, la jeune fille pensait que ces visites étaient liées au désir d'exprimer ses condoléances. Mais maintenant, elle ne pouvait pas comprendre comment son grand-père pouvait faire ça à son petit-fils. Élisa tremblait légèrement d'indignation. Ayant maîtrisé ses émotions, la dame s'est retournée avec Henny, et elle a ordonné qu'elle seule soit au courant de cela. La fille a promis de faire attention à ses paroles. Élisa, remarquant que la servante était très fatiguée, l'envoya se reposer. La fille a remercié la jeune femme. Bientôt la porte se referma derrière elle. Notre héroïne était assise à côté du lit de son mari. Elle toucha sa main avec précaution. Et je pensais que si Richard découvrait les détails des récents événements, il déciderait certainement de quitter le duché. Et dans ce cas, cela deviendra inutile. Mais elle ne pouvait pas prétendre ne rien savoir juste pour son propre confort. Et puis Élisa a décidé de dire la vérité à son mari dès qu'il se réveillerait. Voyant que Richard avait ouvert les yeux, la jeune fille lui demanda comment il se sentait. Il a demandé en réponse pourquoi sa femme ne dormait pas. Elle a répondu que son mari était malade et qu'elle prenait soin de lui à ce moment-là. La regardant dans les yeux avec gratitude, le jeune homme lui assura qu'il n'y avait pas besoin de cela. Et il envoya Élisa au lit. Elle couvrit sa main avec la sienne. Et elle a dit qu'elle devait lui dire quelque chose. Et puis elle lui a dit que la personne qui lui avait fait du mal était son grand-père. Puis elle a vu des gens suspects dans la vallée, et ils ont attaqué Richard. Le jeune homme dit avec lassitude qu'il savait tout cela lui-même. La fille était indignée. Mais le mari lui rappela qu'il était un enfant illégitime d'une roturière. Et pendant que son père était vivant, il envoya des étrangers pour le tuer plus d'une fois. Parce que le garçon était une honte pour la famille Revenlin. Mais après la mort de son père, le duc vint faire du garçon son héritier. Et il a dit que s'il avait seulement la moitié du sang de cette famille, alors il pourrait hériter de la lignée. C'est pour ça que Richard était là maintenant. Et il allait mettre fin à cette ligne haineuse de ses propres mains. Les mots entendus se figèrent dans l'air. Élisa a essayé de comprendre leur véritable signification. Les yeux d'Aigmarine s'écarquillèrent et les doigts pressèrent involontairement le col en dentelle de la chemise. Elle était choquée. La jeune duchesse pinça les lèvres. Le blond pensait que son personnage était comme ça à cause de son adolescence. La fille sympathisait avec son mari, comme c'était dur pour lui tout ce temps. Notre héroïne s'est souvenue de la source originale. Dans l'original, Élisa aurait attrapé ce Richard par force. Il n'avait donc pas d'autre choix que de haïr. La jeune fille serra soigneusement la paume de son mari. Elle a mis tout son soutien et son dévouement dans ce geste simple. Il y avait plus dans ce contact silencieux que n'importe quel mot ne pouvait l'exprimer. Richard s'assit brusquement sur les draps de soie. Le regard exprimait la surprise et un léger embarras face à cette proximité inattendue. Sa voix tremblait lorsqu'il demanda ce que faisait la fille. Élisa se tenait devant le duc, sans détourner le regard, prêt à le protéger de toute adversité. Elle a répété qu'elle serait de son côté. Quoi qu'il arrive, elle prendra certainement son parti. La jeune épouse leva les yeux vers son mari. Et elle a fait une demande simple.
Elle sourit sincèrement et espéra que le jeune duc prendrait soin d'elle. Richard fit une pause. Puis, d'un bref hochement de tête, il confirma son accord. Son geste a démontré qu'il comprenait le devoir et les obligations de son poste. Un homme mince, vêtu d'un élégant gilet bleu foncé, entra dans la pièce. Une chaîne en or servait de décoration. Il inclina respectueusement la tête devant le souverain. Son apparition était une réponse à la convocation royale. Le monarque quitta ses cérémonies habituelles à cette heure matinale. À son invitation, le marquis Félix s'approcha. L'homme a rendu hommage à son roi. Ce fut pour lui un honneur de voir le souverain tôt le matin. Le roi demanda si le marquis l'avait vu aussi. L'homme a confirmé ses connaissances. Le roi a parlé de l'ouragan Ruvlin. Il a remarqué que le nom convenait à ce monstre. Le monarque a admis que le prince héritier était profondément préoccupé par la sécurité de l'Empire. Et il demanda au marquis s'il ne devait pas, dans ce cas, prendre cette affaire plus au sérieux. L'homme aux cheveux roux a demandé ce que Raymond ferait s'il y avait une chance qu'un pion devienne roi dans le futur. Le marquis n'hésita pas à préciser sa position. Il fallait la détruire. Le roi a dit qu'il n'y avait aucune raison, et que cela ne pouvait pas être fait par la force. L'invité, sans perdre sa froide confiance, a laissé entendre qu'il ne suffisait pas simplement de trouver la raison. Le roi vit son propre visage dans le reflet de la surface du thé. Et l'écho des paroles du marquis sur la recherche d'une raison remplissait l'air d'une froide prémonition de changements à venir. Chaque allusion du marquis était comme un coup de poignard. Il a habilement dirigé les pensées du monarque dans la bonne direction. L'homme a conseillé à Sa Majesté d'utiliser le serment fraternel. Il était une fois les 4 familles qui fondèrent l'Empire et prêtèrent un serment fraternel. Si les 3 familles se rebellent pour une juste cause, la famille impériale ne pourra pas leur résister. Si la famille impériale demande de l'aide, les 3 familles doivent la protéger. Le serment qui liait les 4 familles était comme une épée à double tranchant. La même lame qui pouvait protéger le trône pouvait aussi le renverser. Doucement et avec complaisance, le marquis suggéra que même si le roi lui-même ne pouvait pas le tuer, en utilisant ce serment, il pourrait provoquer sa mort. Il croyait que le recours au serment était la meilleure solution. Dans le silence de la pièce, Élisa touchait le boulier. 569-192. La jeune fille décida, incertaine, que la réponse était 367. Le duc observait sa femme depuis son lit. Il a patiemment montré à la fille le mouvement correct des perles sur le boulier. Il a demandé de déplacer un autre os. Les yeux de la fille se remplirent de larmes et de déception. Milady était très contrariée par la mauvaise réponse. Elle espérait que cette fois-ci, ce serait vraiment la bonne. Richard la rassura. Il nota les progrès constants de la jeune duchesse dans ses études. Une femme de chambre entra dans la pièce, interrompant l'activité. Elle informa la jeune dame de l'arrivée de Sa Majesté le comte d'Ardenne avec son fils. Milady se figea, confuse. Elle était perplexe quant à la raison de cette visite. La femme de chambre continua son rapport. Elle exprima la reconnaissance du comte pour le grand service que Milady avait rendu. La duchesse était confuse, essayant de se rappeler qui était Ardenne. Ce nom ne lui disait rien. Richard se souvient du récent dîner et de l'incident du jus de raisin. Ansel Ardenne. La découverte que le jeune homme était le fils du comte fit réfléchir la jeune fille. La femme de chambre a suggéré à la dame de changer de vêtements. Élisa accepta l'offre avec joie. Mais son intention provoqua une protestation immédiate de la part du jeune duc. Il ressentait le désir d'accompagner la jeune fille, malgré son mauvais état. La blonde ajusta soigneusement la couverture, couvrant son mari malade qui voulait si impulsivement la suivre. Elle a rappelé au jeune homme qu'il était malade. « Où vas-tu » La jeune fille quitta la pièce avec assurance, laissant le duc confus sans possibilité d'objecter. Son léger geste d'adieu de la main ne faisait que souligner sa détermination à rencontrer elle-même l'invité. Un éclair d'agacement traversa l'esprit du duc. Elle ne partait pas seulement pour rencontrer l'invité, mais se préparait également à s'habiller. Sa promesse d'être à ses côtés semblait désormais vide. Ne devrait-elle pas s'inquiéter pour lui? Malgré sa maladie, le duc ne pouvait pas rester au lit. Il changea de vêtements et prit position derrière la colonne. Il se dit amèrement que puisque Ansel était si reconnaissant, il aurait pu simplement lui envoyer un cadeau. Le duc regardait de loin Ansel et Élisa converser avec désinvolture. Il a vu leur rire sincère et leur conversation animée. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi il s'introduisait par effraction dans la maison de quelqu'un d'autre juste pour exprimer sa gratitude. Sa femme était magnifique. La beauté de la jeune duchesse évoquait chez lui des sentiments mitigés. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme était à nouveau si joliment habillée. Ansel a admis qu'il allait rendre le mouchoir à la jeune fille.
Mais la tache de jus de raisin n'a pas pu être éliminée. Il va donc devoir lui en donner un autre. Milady a admis que tout allait bien. Hassel ne sait même pas combien de mouchoirs elle a. Le gars a soudainement hésité et a remercié la fille pour ce qu'elle avait fait alors. La jeune duchesse répondit que ce qu'elle avait fait était tout à fait normal. Il n'est donc pas nécessaire de la remercier. Ce que ces gens ont fait était mal. Et puis elle m'a immédiatement proposé de lui parler de manière informelle. Hansel se sentit gêné. Il a commencé à bégayer, puis il a accepté. Milady remercia. Elle a dit qu'elle prendrait l'écharpe. Et elle a laissé entendre qu'elle aime aussi les choses chères et brillantes. L'invité n'a pas compris. La blonde a précisé que la prochaine fois, le jeune homme pourra préparer autant de cadeaux que son cœur le désire. La jeune fille pensait mentalement que plus elle aurait d'argent avant le divorce, mieux ce serait. Soudain, leur conversation informelle fut interrompue au milieu d'une phrase. La voix du jeune duc figea de stupeur les deux interlocuteurs. Le gars a demandé la raison de leur plaisir. Élisa accueillit l'apparition de son mari avec surprise. Elle lui a rappelé qu'il avait besoin de repos. Je lui ai demandé pourquoi il était là. Le jeune duc expliqua sa présence comme une réticence à faire preuve d'impolitesse envers l'invité. Hansel a surmonté son embarras. Il a exprimé sa gratitude à Richard pour l'avoir aidé à l'époque. Le jeune duc demanda avec étonnement la raison de cette gratitude. Richard a souligné le caractère naturel de l'aide apportée par un mari à sa femme. C'est pourquoi il ne comprenait pas pourquoi l'invité le remerciait. Élisa regarda son mari avec surprise. Elle lui reprochait mentalement d'être trop dure. Le blond répondit avec un doux sourire, insistant sur sa gratitude pour l'avoir sauvé. Richard garda un silence tendu. Élisa déplorait mentalement le comportement inapproprié de son mari, regrettant son apparence. Soudain, le jeune duc chancela. Sa main vola vers sa tête. Il s'est plaint d'un mal de tête. Élisa s'est inquiétée de son bien-être. C'est pourquoi elle a insisté pour qu'il se repose. Milady s'est excusée auprès de l'invité. Son mari n'est pas encore complètement rétabli. Elle s'est excusée qu'il soit venu vers eux comme ça, et ils ont dû partir en premier. Il semblait à Hansel que le jeune duc aurait pu s'y rendre seul. Soudain, la blonde interpella la duchesse, la faisant s'arrêter, confuse. La main glissa derrière le revers du gilet. Élisa observait ses actions avec confusion. Hansel tendit une élégante enveloppe avec un blason en relief, décoré d'un ruban de soie. L'invité a dit que dans quelques jours, il y aurait un banquet dans leur manoir, et il serait heureux si la duchesse venait. Élisa était vraiment ravie de l'invitation. Elle accepta l'enveloppe avec gratitude. Hansel a exprimé l'espoir de le voir là-bas. Le jeune duc, à ce moment, regardait la scène avec un mécontentement mal dissimulé. Richard se figea dans une pose tendue. Ses yeux se plissèrent. Un silence significatif planait dans l'air. À ce moment-là, l'atmosphère autour du gars est devenue presque sensiblement lourde. Le majestueux château se dressait dans l'obscurité de la nuit. Les vitraux reflétaient la faible lumière. Élisa rappela anxieusement à son mari la nécessité de prendre ses médicaments. Milady portait un plateau de médicaments. La fille a suggéré de les boire rapidement. Richard s'assit sur le lit et regarda la blonde. Le jeune homme a exprimé une insatisfaction évidente à l'égard des médicaments. Il croyait qu'il guérirait plus vite s'il ne les prenait pas. Élisa, manipulant doucement, demanda que puisqu'il était un bon mari, il les boive pour elle. Richard tenait les pilules dans sa main. Il leva les yeux de ses médicaments et demanda s'il était vrai que la jeune fille allait au banquet. La blonde regardait son mari prendre ses médicaments. Elle a confirmé sa décision de partir. Élisa se souvenait du dîner d'aujourd'hui. Le duc semblait vouloir cela aussi. Après tout, il l'a félicité d'avoir aidé le fils d'Ardenne. Les possessions du comte d'Ardenne faisaient l'objet d'un commerce actif avec le continent oriental. Des relations amicales avec eux seraient bénéfiques. Même si la fille n'aimait pas diviser les gens en rentables et non rentables, mais il semble préférable de tenter sa chance et de devenir amie avec Hansel. Pour une vie sans souci après le divorce, il serait bon d'avoir quelques relations. Pendant que Richard avalait les pilules amères, toutes ses pensées traversèrent la tête d'Élisa. Elle sentit son regard intense et scrutateur sur elle. C'était comme s'il essayait de lire ses pensées. Le jeune duc tendit une coupe vide et leur demanda soudain de ne pas s'approcher de lui. Élisa demanda à nouveau le sens de ses paroles. Elle s'est dirigée vers la table. La fille a commencé à parler du fait qu'on ne peut pas détester ses amis sans raison. Richard ne comprenait pas ses paroles. Elle a ensuite demandé si Hansel lui avait fait quelque chose de mal. Ou alors c'était de sa faute si le prince héritier l'intimidait. Le gars s'est enflammé. Il a demandé pourquoi la fille se souvenait de cet os de chien. Le jeune duc a admis que ce n'était pas à cause de cela.
Il rappela à la jeune fille sa récente confession de fidélité, à propos de la volonté d'être à ses côtés. Son geste trahissait son trouble intérieur. Les immenses yeux aigues-marines d'Elisa brillaient de pureté et d'innocence. Comme un bébé, elle lui demanda naïvement de ses nouvelles. Richard resta silencieux. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette image touchante. Le jeune duc interrompit soudainement la conversation et annonça l'heure du coucher. Il tira brusquement sur la couverture. Cela s'est élevé comme une cascade de soie bleue. Elisa resta figée, confuse, en regardant ce mouvement. Le gars s'est couvert la tête avec une couverture. On aurait dit qu'il essayait de se cacher du monde entier. La fille s'est soigneusement allongée à côté de lui et lui a murmuré des vœux de bonne nuit. Il n'y eut que le silence en guise de réponse. La blonde s'est endormie. Seules boucles légères tombaient doucement sur l'oreiller. Le silence de la nuit enveloppait la pièce comme une couverture d'étoiles. Richard toucha doucement la joue tendre de la fille. À ce moment-là, il pensa à sa promesse d'être à ses côtés. Ce mot le hantait. Le jeune duc a demandé à voix basse de ne se soucier que de lui. Et il regarda longuement sa femme endormie. Il appuya sa tête sur sa main, incapable de quitter des yeux son visage paisible. Elisa était assise dans la voiture à côté de son mari. La fille avait l'air brillante. La robe était décorée de dentelles très fines et de nœuds élégants. Les boucles légères de Milady encadraient son visage en vagues douces. La jeune duchesse observait son mari furtivement. Elle était surprise. Je pensais qu'il ne voudrait pas y aller. Et il était si joliment habillé. Le gilet blanc comme neige avec des motifs et des monogrammes dorés a dépassé toutes ses attentes. Le jeune homme fut le premier à sortir de la voiture et se dirigea vers le majestueux escalier. La blonde a suggéré qu'il avait peut-être fait un bond en arrière comme ça hier parce qu'il était gêné. Si vous y réfléchissez, c'est même mignon. La jeune duchesse frissonna lorsque la main du jeune homme se tendit vers elle. Elle s'est figée dans la portière de la voiture. Sa robe flottait à cause du mouvement soudain. Richard se tenait sur les marches. Sa main était tendue dans un geste gracieux. Elisa se figea un instant en regardant ce mouvement galant et inattendu de son mari. Le jeune duc se tenait près de la voiture. Ses cheveux noirs contrastaient avec son costume blanc immaculé. Il leva les yeux vers Elisa. Nous avons parlé d'escorte. La jeune fille a accepté l'aide avec gratitude. Il lui semblait qu'à partir de ce moment-là, son mari était devenu un peu plus attentionné envers elle. Elle se sentait un peu gênée à ce sujet. Le jeune couple avait l'air très impressionnant. Elisa se figeait à chaque regard de son mari. Elle aimait la fiabilité du jeune duc. Dans le hall spacieux, baigné de la lumière des lustres en cristal, retentit l'annonce de l'arrivée de la famille Ruvelin. Les invités, vêtus de tenues luxueuses, remplissaient chaque recoin, créant une image vivante de soie et de velours. L'hôte de la soirée s'est retourné. Seules boucles blanches comme neige se balançaient au rythme du mouvement. Remarquant les invités qui entraient, il se précipita à leur rencontre. Le gilet turquoise foncé soulignait la silhouette élancée du comte d'Ardenne. L'homme les a accueillis avec un enthousiasme sincère. Il a été flatté par la visite. Le duc Rouvelin adressa ses félicitations au comte à l'occasion de son anniversaire. Les conversations remplissèrent la pièce tandis que les invités regardèrent le jeune couple. Ils ont appelé Elisa douce. On disait qu'ils étaient très compatibles l'un avec l'autre. Nous sommes sûrs que le duc était calme, regardant son petit-fils avec sa belle-fille. La fille était ravie. Elle a remercié tout le monde pour leurs aimables paroles. Il lui semblait que les gens d'ici étaient différents de ceux de la zone de chasse. Ils sont si gentils. Milady remarqua tous ces regards. Leur comportement était ainsi parce qu'ils pouvaient déjà voir la force de Richard. Et, apparemment, ils se sont inclinés. Elle n'a pas aimé ça. Mais tout s'est déroulé comme le duc l'avait prévu. Le comte leva son verre élégant. Il les a remerciés d'avoir fait briller le lieu par leur présence. D'un geste souple, l'hôte de la soirée annonça le début du banquet. Les musiciens sur scène ont créé de la magie. Le comte a préparé beaucoup de choses. Il a exprimé l'espoir que tout le monde passerait un bon moment. Les yeux d'Elisa brillaient de joie. Voilà donc les sentiments qu'évoque un véritable banquet. La femme de chambre annonça que les jeunes messieurs se réunissaient dans une pièce séparée. Les goûters pour les enfants des aristocrates étaient organisés à l'écart des adultes. Quelle que soit la position que vous occupez, vous restez un enfant. Elisa comprit que cela avait été fait pour empêcher les enfants de courir au milieu de la salle de banquet, noircissant et déshonorant ainsi le nom de la famille. La jeune fille se tenait à côté de son mari dans l'embrasure de la porte. Les portes massives étaient frappantes par leur grandeur. Le ciel du coucher de soleil peignait tout autour de tons dorés. Elisa était contente. Cette division a bien fonctionné.
Un jeune couple entra dans la salle où s'étaient réunis de jeunes aristocrates. Leur apparition a interrompu l'histoire de Son Altesse le prince héritier. Tous les regards se tournèrent vers ceux qui entraient. L'atmosphère était lourde dans la salle. La tension, tel un épais brouillard, commença à envelopper les personnes rassemblées. On pouvait lire une expression mécontente sur leur visage. Tous ces enfants ont suivi les ordres de Christian. Ils ont fait tout ce qu'il leur a demandé. Pour eux, le prince héritier est un être parfait. Ainsi, en se soumettant à lui, ils les rejetèrent. Dans le silence tendu, Élisa essayait de rester complètement indifférente à ce qui se passait. Elle ferma les yeux et expira. Elle s'en fichait. Ansel marcha vers la fille. Il salua la jeune duchesse. « J'ai été sincèrement heureux de vous rencontrer. » Élisa le remercia pour l'invitation. L'une des jeunes femmes les regardait avec un mécontentement évident. La blonde remarqua le mari d'Élisa à côté d'elle. Il a dit qu'il était également heureux de voir le jeune duc. La fille a remarqué qu'Ansel semblait être très occupé. Le jeune homme commença à expliquer précipitamment à Élisa la raison de sa hâte. Il a mentionné la nécessité de saluer tous les invités. En réponse, la fille au doux sourire le laissa partir pour remplir ses devoirs de propriétaire. La jeune duchesse désigna la table pour Richard. Il était plein de délicieux biscuits. Le mari a exprimé son mécontentement face à la douceur excessive des friandises. Il se tenait à distance, les bras croisés sur sa poitrine. Le jeune homme a tenté d'éviter la friandise, prétextant son aversion pour les sucreries. Élisa coupa court à ses objections de manière décisive. Elle a envoyé le biscuit directement dans sa bouche. Elle a remarqué que son mari était trop bavard aujourd'hui. Avec un doux sourire, la fille lui a demandé s'il aimait les biscuits qu'elle lui avait donnés. Le mari est resté silencieux. Milady interpréta son silence comme un consentement. Soudain, la fille a crié. Une larme coula sur ses yeux aigmarines. La douleur causée par le talon écorché provoquait une gêne. Les élégantes chaussures bleues avec des nœuds se sont avérées moins confortables qu'elles le semblaient. Élisa aurait dû refuser et ne pas porter les nouvelles chaussures, même si c'était son premier banquet. Mais Annie et la femme de chambre ont dit qu'elle correspondait parfaitement à la robe. Alors, Madame a été obligée d'accepter. La jeune fille s'éloigna résolument du jeune duc. Elle aurait dû se reposer un peu sur la terrasse. Richard serra les poings. Il a demandé où allait sa femme. Élisa était gênée par le manque de tact de son mari. Les joues sont devenues rouges. Elle lui a reproché d'avoir posé des questions inappropriées à la jeune fille. La jeune duchesse a trouvé un coin isolé parmi les fleurs. Elle s'appuya contre le canapé avec un sourire béat. Un soupir silencieux exprimait un bonheur et une satisfaction absolue. Elle appréciait les moments de solitude. Élisa se figea. Elle entendit des voix étouffées provenant du couloir. On a demandé à Rose pourquoi le prince héritier n'était pas venu aujourd'hui. À travers les portes vitrées, la jeune duchesse entendait une conversation sur la santé du prince héritier. Il s'est avéré qu'il y a quelques jours, il était tombé gravement malade à cause du stress. J'ai été surpris que Christian soit tombé malade. Il n'était pas de ceux qui pourraient mourir d'une chose pareille. Peut-être qu'il fait juste semblant. Il devait avoir très honte. Le choc de cet incident a été mentionné dans la conversation comme la véritable raison de sa maladie. Élisa se tendit à la mention de Richard. Il y avait une pointe de mépris dans les propos des intervenants alors qu'ils discutaient de son statut de sang de bourbe. Et ils furent surpris qu'il proteste également. Les murmures sur le passé de son mari étaient pleins de détails venimeux. Il y avait des rumeurs selon lesquelles sa mère était une prostituée. Qu'au début, il vivait dans la rue. Et j'étais membre de la guilde des mercenaires. Élisa retint son souffle.